Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bien le bonjour chez vous, bien le bonjour à vous. Ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 dans votre espace de liberté au quotidien. 2 heures durant, 16h, 18h pour la dernière en ce vendredi 12 juin. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une grande émission. Et on va commencer à fêter quelque peu la victoire de BDS aujourd'hui parce que c'est quand même une sacrée nouvelle. Ce qui est arrivé hier, on va tenter de la décortiquer ensemble. Et qui mieux que Tariq Mami, par exemple, pour en parler. On parlera certainement de la circulaire Alliot-Marie qui reste pour l'instant en vigueur. On pourra s'interroger d'ailleurs de la teneur de cette de cette circulaire finalement aujourd'hui. À quoi elle rime? Tariq Mami, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous sur la FM, sur le Facebook Live de France Maghreb 2 et du LGF. Exactement, bravo monsieur. Monsieur Farid Tabsamani, comment il va? Salut Christophe, on essaye d'aller. Bon, très bien, dites donc, je t'ai vu sur BFM samedi, c'est normal? Ouais, il m'arrive de temps en temps d'accepter des invitations, malheureusement. Ah oui, d'accord. Pourquoi malheureusement? Non, c'est bien. Bon, parce que je suis pas forcément... c'est pas forcément un exercice que j'apprécie, mais bon, on le fait de temps en temps. Alors je précise avec une très belle veste verte qui marque quand on regarde la télé, parce que la télé, les gens retiennent le buzz ou les apparences, et les apparences marquent. Je vais essayer de retenir. Voilà. Monsieur Bouriaki, comment ça va? Il va bien, Il est prêt pour demain. Attention, demain, alors la police annonce entre 10 et 20 000 personnes à Paris. D'ores et déjà, la préfecture de police de Paris a d'ores et déjà demandé à certains commerces de ranger leur mobilier sur les terrasses et craint des débordements durant donc la marche qui va repartir, je le rappelle, de République jusqu'à Opéra et lors de la dispersion de cette manifestation demain 14h30 à l'appel du comité Adama. Donc alors, Philippe Dussra. Ça nous rappelle les Gilets jaunes. Quand on demande aux commerçants de ranger leur trottoir et les pauvres commerçants qui sortent à peine des Covid pour se retrouver entre une pression populaire et une mauvaise gestion policière. Absolument, ces mêmes policiers qui étaient pour certains, bon ils n'étaient pas nombreux, une cinquantaine, dans la rue ce matin sur les Champs-Élysées. Si je ne m'abuse, ils ont totalement interdiction de manifester, ces gens-là, il me semble. Affirmatif. Voilà. Il n'y avait que des délégués syndicaux. Oui, mais ils n'ont pas le droit de manifester, on est d'accord. Ouais, alors, vous avez le droit et vous avez la pratique. En droit, non, mais depuis l'ère de Sarkozy, à plusieurs reprises, on a vu des policiers y aller, je vous rappelle, devant le bureau de Madame Dati, qui était à l'époque garde des Sceaux, donc place Vendôme. Et puis, on les a vus l'année dernière lors de la crise des Gilets jaunes qui vont devant la place Beauvau pour obtenir, eux, à l'époque, rebut sur l'ongle, beaucoup de paiements des arriérés pour les heures et quelques augmentations pour les chefs. Sauf que beaucoup se distraient justement par rapport à ça, parce que pas grand-chose n'est arrivé à l'issue de ce qui s'est passé l'année dernière. Et moi, je me pose quelques questions quand même, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais finalement, on a répondu très très vite à leurs exigences pour les Gilets jaunes, et j'ai l'impression que là, c'est un peu plus compliqué. Donc on demande finalement aux policiers, si je sans me tromper, peut-être que je me trompe encore une fois, de ne rien faire, c'est-à-dire de laisser faire. Demain, il était clair qu'il fallait être répressif vis-à-vis des Gilets jaunes. On va l'être beaucoup moins vis-à-vis des gens qui vont s'exprimer dans les rues lors des manifestations comme celle de demain. Tout ça pourquoi? Pour le pouvoir faire monter ce débat, ce climat nauséabond finalement, qui est en train d'arriver tranquillement dans notre pays, et puis faire monter, et ça c'est pas propre à Macron, ça a déjà été, je pense que le chef dans cette matière est Mitterrand, faire monter l'extrême droite, parce que vous connaissez la devise, Tarek Mami, après moi le chaos, 2022 ça semble de plus en plus compliqué pour Macron, donc voilà un petit peu où on en est, enfin ce n'est que mon analyse. Je laisse Farid intervenir le premier sur cette question 2022. Sur les élections, vous voulez dire? Oui. Ouais, sur ce que je viens d'étayer comme. Ouais, je pense que c'est. Je pense que tout le monde attendait une crise sociale très forte après la crise sanitaire,
que finalement, on arrive de près ou de loin à une crise qui est sociétale, notamment, alors du coup, vis-à-vis de la police, mais à mon avis, une crise également identitaire par la même occasion. Et du coup, personne ne l'a vu venir, celle-ci, très clairement. Hein, l'émotion qu'a suscité l'assassinat aux États-Unis de ce père de famille, il va forcément à une répercussion mondiale, forcément une répercussion en France. Et à mon avis, c'est très, 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 très délicat. Et que, contrairement à ce que certains pensent, il n'y aura pas de convergence avec les Gilets jaunes, puisque... Allô, je suis là. Oui, à mon voilà. avis, les Gilets jaunes sont dans une autre logique et ça nous amène à vraiment des moments très, 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 très difficiles. Pour terminer, oui, mais tout est fait justement pour empêcher cette convergence de lutte, Farid. Bon, il y a des rumeurs ici ou là qui font que le président de la République teste toutes les hypothèses. Moi, je vous ai dit à l'antenne, je pense que le président de la République ne sera pas réélu, mais je pensais qu'il ne serait pas tout simplement candidat. Mais à mon avis, il est assez convaincu d'être candidat et qui va, à mon avis, aller dans le mur. On ne va pas refaire ici l'histoire de la crise sanitaire, mais en fait, les gens sont morts. Les gens sont décédés face à de l'amateurisme d'État. Et ça, à mon avis, les Français vont le faire payer très cher. Alors, est-ce que la crise par rapport à la police va amener un contre-feu? Parce qu'en fait, c'est aussi des techniques. Je ne sais pas. Pardonnez-moi, je ne sais pas si ça sera le cas. Voilà. Il faut espérer. Non, mais tout est empêché. Tout est fait, Farid. Farid, tout est fait pour empêcher cette convergence de lutte. Un peu plus de la société. Je crois que Farid ne m'entend pas. Voilà. J'ai l'impression que tout est fait pour empêcher cette convergence des luttes, Tarek, en fait, finalement. Quand j'étaye un petit peu voilà, ce que je ressens, finalement. Alors, il y a deux choses, cher Christophe, sur cette question. Un, il faut, si j'étais au gouvernement, il faut tout faire pour empêcher la convergence des luttes, parce que quand l'opération Gilets jaunes s'est passée l'année dernière, d'ailleurs, on se demande aujourd'hui où est-ce qu'ils sont les Gilets jaunes, parce qu'ils auraient pu commencer et annoncer à partir de demain le retour sur la scène, mais je pense qu'il y a une espèce de dislocation. Mais les jeunes des quartiers, qui, je le rappelle, sont des citoyens français comme les autres, ont refusé la conjonction donc, des luttes, parce qu'en 2015, ils étaient restés tout seuls et une partie de la société française, les Blancs, comme disent les racialistes aujourd'hui des deux côtés, ne les avaient pas soutenus. Et donc le gouvernement aujourd'hui sent qu'il y a une possibilité de jonction de ces luttes, auxquelles s'ajouteraient automatiquement les syndicats qui cherchent une opportunité, et bien sûr M. Mélenchon et son parti. Et donc, le gouvernement fait tout pour empêcher cette jonction. Cette jonction n'aura probablement pas lieu dans la rue en commun, mais aura lieu de fait par la pression ou les pressions simultanées qui seront exercées dorénavant, d'une part, du côté des Gilets jaunes, et de l'autre, des quartiers, je n'aime pas l'expression, mais c'est comme ça, sur la société. Et en fait, aujourd'hui, la France, pour moi, cher Christophe, cher Farid, chers auditrices et auditeurs, la France est devant un tournant qui ressemble en beaucoup plus grave à 1983, sauf qu'on a pour la marche pour l'égalité baptisée dans les 48 heures en marche des beurs, sauf qu'en 83, on avait un sphinx en politique qui s'appelait Mitterrand et qui a su détourner dans la semaine qui a suivi le fleuve de la demande égalitaire. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de sphinx pour détourner ce fleuve, mais on n'aura pas, à mon sens, un fleuve, mais 2, 3 fleuves de contestation. Oui, voilà. Bon, après, de toute façon, personne n'a la vérité, voilà, sur cette histoire, parce que c'est vrai qu'il se passe tellement de choses finalement qu'on a un peu de mal à comprendre ce qui se trame. On essaie, c'est vrai, de trouver, au vu de ce que l'on voit, de ce qui se passe, évidemment, quelques explications. Ça semble compliqué, mais en tout cas, pour 2022, je pense que là, autant Tarek, il y a quelques mois, vous n'étiez pas dans cette ligne. Aujourd'hui, vous êtes plus de ceux qui disent que 2022, ça va être compliqué pour Macron. Oui, alors compliqué. Et le président Macron ou le candidat Macron va faire tout pour monter la maréchale ou la marine, de manière à ce qu'une dernière fois, il tente de dire c'est moi ou c'est cette extrême droite-là
en pensant à tort à 50%, à raison à 50%, qu'à la dernière seconde, la population retombera encore une fois contre l'extrême droite. Et je pense, et je le dis depuis quelques mois, et je le dis aujourd'hui pour prendre date, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui la balle, elle n'est pas entre les mains de Macron, elle n'est pas entre les mains de l'extrême droite, elle est entre les mains de tous ces citoyens français de culture et d'horizons divers qui doivent, eux, prendre la responsabilité ou pas, s'inscrire sur les listes électorales ou pas, participer au vote de la présidentielle ou pas, et mettre des candidats à la législative derrière ou pas. Donc, je pense que pour une fois, la solution est entre les mains de ceux que tout le monde considère comme problème, c'est-à-dire les citoyens français. Alors, les mots issus de la colonisation, franco-maghrébin, franco-africain, noir, arabe, vous mettrez les mots que vous voulez, mais il revient à cette majorité, jusque-là silencieuse, d'agir pour sauver sa propre situation, donc pour sauver la France. Bon, allez, on est de retour très vite parce que j'ai quand même quelques questions à vous poser sur l'éphéméride, une espèce de petit quiz sympathique pour apprendre aussi avec Farid. Farid, tu m'entends ou pas? Faudrait que tu te déconnectes. Je suis là. Ah d'accord, parce que j'ai l'impression que tu m'entendais pas tout à l'heure, donc tout va bien. Ouais, tout à l'heure, non, je suis désolé. Nous aurons un invité tout à l'heure et nous aurons d'ailleurs beaucoup d'invités autour de ce sujet la semaine prochaine. Taoufik Tahani, qui est le président d'honneur de la FPS, qui sera avec nous tout à l'heure. Oui, je sais, c'est la pub, Nabil, t'inquiète pas, mon Nabil. 7. Allez, on y va, il n'y a pas besoin de faire de décompte. Ah, c'est pas les jeux de 20h, c'est l'heure de la pub, on est de retour tout de suite sur France Maghreb. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et vous pouvez commenter, bien sûr, en direct, en interagissant sur les 2 pages Facebook à votre disposition pour ce faire. France Maghreb 2, bien sûr, et Christophe Le Grand Forum aussi, pour commenter, partager, les amis. C'est important aussi le partage, parce que ça fait connaître cet espace de liberté. C'est vrai, alors, vous savez que ce matin, il m'arrive au petit-déj, quand j'ai envie d'avoir un petit déjeuner un petit peu indigeste, de regarder Pascal Praud. Et alors là, ce matin, j'ai vu qui? J'ai vu Marion Maréchal. Et Tarek, vous savez qu'on a quand même la réputation de bien recevoir les gens à la radio. Oui. Mais alors là, je pense qu'on n'a jamais reçu un invité comme Pascal Praud a reçu Marion Maréchal ce matin. Alors moi, j'ai dit bravo, merci à M. Bolloré, qui a fait toute sa richesse financière hier et aujourd'hui sur le dos des Africains, puisqu'il gère tout en Afrique. C'est complètement faux. Ah oui, complètement faux. Ah, voilà, je savais que j'allais provoquer un débat. Non, moi je vous enverrai son histoire de la ligne de chemin de fer, cher Farid, et vous pouvez me dire ce que vous voulez, ou vous m'expliquerez à moi et aux auditeurs. Vous ne connaissez même pas l'histoire du personnage. Ah oui, alors vous allez nous la raconter. Ah, mais vous avez dit textuellement, il a fait toute sa richesse sur le dos des Africains. Oui, c'est complètement faux. Bon, vous m'expliquerez comment il s'est enrichi et je vous donnerai. Voilà, bon. Allez-y, je vous laisse faire, allez-y. Non, en fait, ça m'emmerde parce que en fait, défendre des gens que j'ai pas envie de défendre, en fait, c'est ça. Écoute, Farid, c'est toi qui viens contredire et peut-être à juste titre, j'en sais rien moi. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour cher Tarek Mami, il dit il s'est enrichi sur le dos des Africains. Vous savez, depuis. Alors, le groupe Bolloré existe depuis quand? Là, comme ça, tu me poses une colle, là, mais il existe depuis un petit moment, je crois. Depuis le 19e siècle. Non, mais oui, d'accord, ok. Son père, son grand-père, mais il était dans le bois. Allez, on oublie le père, le grand-père. Il était dans le bois. On oublie le père. Donc, le Bolloré actuel est arrivé dans les années 80, après Mitterrand. 81, précisément 81. Après Mitterrand. Alors, juste avant Mitterrand, en vérité, juste avant Mitterrand, et il a repris la société paternelle qui était en faillite, premièrement. Oui. Deuxièmement, quand est-ce qu'il a mis les pieds en Afrique, le groupe Bolloré? Quand? Alors, de mémoire, c'est dans les années 83. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il a fait une OPA. Pas du tout. Il a fait une OPA sur un groupe qui s'appelle le groupe Delmas, qui est un groupe maritime, et ça a été fait dans les années 90. Bref, donc dire que sa richesse, c'est l'Afrique, c'est une erreur. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui... On part des mêmes faits, mais on ne donne pas la même interprétation. Oui, mais il faut être honnête avec les gens qui nous écoutent. Bien sûr. Ensuite, la part du chiffre d'affaires de l'Afrique sur l'ensemble du groupe, c'est à peine 20%. Bon.
Et pourquoi je sais ça? Parce qu'il se trouve que j'ai été un de ses conseillers. Donc, du coup, je ne dis pas que l'Afrique. Oui, je ne dis pas que l'Afrique. Oui. Non, mais donc, du coup, je sais un minimum de quoi je parle. C'est que j'ai été conseiller personnel du président Vincent Bolloré. L'Afrique, ça compte énormément, mais pas pour les raisons que les gens imaginent. Ce n'est pas pour une question uniquement financière. Ça rapporte de l'argent, c'est une évidence, mais ce n'est pas ce qui rapporte le plus d'argent dans le groupe. Par contre, ça rapporte autre chose, ça rapporte une légitimité politique pour d'autres raisons, parce que la France n'a plus l'ambition de ses moyens par rapport à son histoire, et donc du coup, elle délègue une partie de ce pouvoir-là, notamment à des industriels. C'est tout. Mais dire qu'il a fait sa richesse sur le continent africain, franchement, c'est absolument pas connaître les choses. Pour revenir par contre, à la question de Christophe, en tout cas le commentaire de Christophe sur Marion Maréchal Le Pen. Bon, moi, j'ai pas vu l'émission. Ah non, mais je vous invite à regarder, c'était fabuleux. Hein. C'était Oui, fabuleux. mais Christophe, il y a une Vous savez ce qu'elle a dit, Farid? Excuse-moi, à la fin, elle fait remarquer à Pascal Pro en lui disant, bon, pas comme ça, mais elle lui a dit, quand même, calme-toi parce que ça va finir par se voir quand même autant de proximité entre vous et moi, quoi. C'était hilarant, quoi. Alors, je pense que tout le monde sera d'accord sur le plateau. Ces apparitions médiatiques sont plutôt rares. Oui, mais il s'accentue là, en ce moment. Très clairement, parce que, en fait, tout à l'heure, cher Tarek Mani a dit un truc très intéressant, c'est qu'il a dit qu'on est à la croisée des chemins. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais très clairement, on est à la croisée des chemins dans notre pays. Et je pense qu'il a complètement raison. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas demain, mais en fait, on a déjà passé. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. On est de retour, les amis, en direct sur France Maghreb 2. Vous avez loupé? Ah ça, voilà. C'est pour ça que c'est intéressant pendant les pubs à la radio. Bon, il faut les écouter, hein, sinon après, il n'y a plus de clients qui vont mettre à la radio. Mais il faut quand même avoir une petite oreille sur ce qui se passe en live sur Facebook. Parce que voilà, il y avait un petit débat sympa entre Tarek Mami et Farid Tabsamani sur le groupe Bolloré. Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai eu la mauvaise idée de regarder Pascal Pro et était invité Marion Maréchal. Et alors là, c'était vraiment... C'était du grand spectacle. C'était bonjour, Madame la Présidente de la République. Voilà, presque. Mais alors, par contre, Farid, Tarek, on m'avait dit, moi, que Marion s'était retirée de la politique pour aller se former aux États-Unis, etc. Attends, juste, voilà, après, tu pourras me contredire. Mais excuse-moi, mais le discours, il n'a pas du tout évolué. Je veux dire, au niveau intellectuel, c'est extrêmement creux, Marion Maréchal. Pardon, mais ça ne va pas aller très loin, hein, tout ça. Je ne suis pas d'accord, moi. Tu n'es pas d'accord avec moi? Franchement, écoute ce qu'elle a à dire, Marion. On a l'impression que c'est du par cœur. C'est appris par cœur. Et dès qu'elle est déstabilisée, elle sourit. Vous savez, quand quelqu'un sourit, c'est qu'il est déstabilisé. Bon, en fait, c'est compliqué parce que j'ai pas écouté l'émission. Donc non, mais franchement, il fallait écouter. C'était fabuleux. Moi, j'ai écouté, si vous permettez, cher Farid, la vidéo de 6 minutes il y a 3 jours. En réalité, elle s'adresse à cette France dite délaissée, qui ne se retrouve pas chez les Gilets jaunes, mais qui se retrouve dans ceux qui estiment être déclassés par la société française. Déclassés par qui? Pour faire simple, par les Noirs et les Arabes. Et donc, elle a un public acquis qui aujourd'hui tourne peu ou prou à 30-35% de manière sûre. Donc, dans des futures batailles, elle n'a qu'à s'adresser à une frange, les fameux 15% qui lui manquent, pour pouvoir basculer. Son discours, cher Christophe, il n'est pas construit, mais c'est un discours à la fois, il est émotif, et il s'adresse à un public particulier, réceptif, actif et électeur. Et ça, c'est très, très important, parce que vous pouvez avoir quelqu'un d'écologiste ou soi-disant de gauche, comme Hamon pendant la dernière campagne, qui a un super discours bien construit, mais il n'a pas une cible concrète pour qu'elle le suive. Marion est plus dangereuse pour nous, et en tout cas, elle est plus percutante que Marine, parce que sa façon de parler, elle semble être à la fois populaire sans être populiste, et j'ai raison, suivez-moi et vous gagnez. Et c'est ça qui est peut-être dangereux chez Marine, que c'est la maréchale, contrairement à Madame Le Pen. Oui, bon. Allez, on laisse tomber les Marion. Peut-être qu'on sera amené à en reparler parce que je pense qu'elle va faire de plus en plus d'apparitions. Tout à fait. Bon, a priori, pour 2022, ça semble cramer pour elle. Par contre, je reviens, moi, que je dis aujourd'hui, l'homme le plus dangereux pour moi, Tarek Mami, sur la scène des médias, c'est M. Bolloré,
qui, pour X raisons, a installé M. Zemmour contre donc, toute la classe, une grande partie de la classe politique. Et je veux dire, quand on voit la vidéo de M. Zemmour face à Mme Kili, où il lui dit clairement que lui, il condamne ou il ne comprend pas que les Blancs mettent un genou à terre face aux Noirs, et que Mme Kelly, avec tout l'estime personnelle que j'avais pour elle en tant que membre du CSA, ne réagit pas. Il y a un problème sur cette chaîne d'info, il y a un problème chez Mme Kelly, et il y a un problème chez M. Bolloré, qui pousse dans ce sens, pour d'autres raisons que je n'arrive pas à décoder. Peut-être que Farid, cher Farid, qui a été son conseiller, pourrait les décoder politiquement et économiquement mieux que moi. Alors, je vais répondre de deux manières. C'est un, je pense, même si on n'a jamais parlé de ça ces derniers jours, en tout cas, par rapport à ces médias, je pense qu'il est complètement déconnecté de la vie de sa chaîne, pour parler très clairement, premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est assez dangereux. Cher, si vous permettez, c'est lui qui a imposé M. Zemmour à l'antenne, comme il a imposé, comme il a imposé Morandini contre les rédactions de sa chaîne. Mais pourquoi Je ne sais pas. Bah si, moi je vous réponds. C'est des audiences, Tarek. Exactement, c'est une question publicitaire. Et Jean-Marc Morandini est première chaîne d'infos tous les matins. Regardez les chiffres. Exactement. C'est vous, on fait des cartons d'audience tous les soirs. Donc l'argent permet de ne pas... Vous êtes patron de radio. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je ne suis pas. Mais si. Moi, je suis patron de radio. Ah oui, mais attendez. Excusez-moi. Je suis patron de radio. Je cours derrière l'argent, mais je ne cours pas derrière l'argent au-delà de ma vision du monde, de ma morale, si je suis prétentieux, et de ma façon de voir nos sociétés. Cher, s'il vous permettez, je vous en prie. Vous permettez, les arguments que vous avez annoncés concernant Bolloré, le patron de CNews, et notamment, si j'ai bien compris, qu'en fait, qu'il faut brider d'une certaine manière la liberté d'expression. Moi, je trouve ça très dangereux, d'avoir ce type d'argument, parce qu'on peut rétoquer la même chose pour une radio qui nous accueille tous les jours sur une libre antenne, telle que le grand forum. Donc moi, je suis pour la liberté totale d'expression. Alors, dans ce cas, vous voulez, cher, j'adore les débats avec vous parce qu'on est, on est plein pot, vous et moi, sur nos positions. Dans ce cas, M. Bolloré, pour la liberté d'expression, doit installer M. Dieudonné sur une émission d'1 heure tous les jours au nom de la liberté d'expression. M. Dieudonné ayant été condamné, M. Zemmour ayant été condamné, donc pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre? Parce qu'il y en a un qui est condamné pour des faits et l'autre pour d'autres faits. Et on voit que les différences. Non, c'est pas ça. Mais pas sur Dieudonné face autant d'audience que Zemmour, hein, Tarek. Non, mais je ne sais pas. Mais les deux sont condamnés certain que non. Pour racisme. Ouais, c'est même certain juste une chose. Il s'agissait de mon argument personnel et pas forcément celui de Vincent Bolloré. Premièrement. Évidemment, tu as été, tu ne l'es plus. Sur la liberté d'expression. En fait, non, je parle sur la liberté d'expression. Très clairement, Vincent Bolloré, lui, il s'intéresse aux rentrées publicitaires. La régie publicitaire vend des créneaux, très clairement. Aujourd'hui, Zemmour, que je regrette qu'on mette Zemmour à l'antenne, Zemmour rapporte énormément d'argent. Et plus on va se voiler la face, c'est-à-dire plus on va se voiler la face sur ce que raconte Zemmour en disant non, c'est du racisme, etc., plus on va se prendre le mur en pleine figure. La réalité, c'est celle-ci. La France, c'est 67 millions d'habitants. Si on n'a pas compris ça, eh ben, on aura toujours les mêmes débats dans 10 ans, dans 15 ans. Sauf que d'ici là, il y aura des grands événements, malheureusement. Eh oui, mon cher Tarek, malheureusement, on est soumis. À tous les patrons de médias en général sont soumis à la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des programmes qui peut-être nous intéressent pas des masses en tant que personne, mais on est obligé de s'intéresser à la masse. Si vous n'êtes pas capable en tant que média de vous adresser à un maximum de téléspectateurs ou d'auditeurs, bah, il faut changer de métier. C'est ça, malheureusement, on est soumis aujourd'hui à cette réalité, Tarek. Et ça a changé par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, maintenant, je suis pas sûr que le patron de CNews ou le patron de BFM ou encore le patron de TF1 soit tout à fait fier de tous les programmes qu'il y a sur sa chaîne. Lui, il s'en tape, c'est de l'argent. Et j'en veux pour preuve, cher Tarek, et j'en suis sûr que vous me suivrez sur ce terrain-là. Il y a des choses à France Maghreb 2 que vous avez fait parce que vous n'avez pas le choix. C'est l'argent, c'est comme ça. C'est tout. Non, mais c'est pas honteux. Moi, je trouve ça très bien. Non, c'est pas honteux. C'est comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça s'appelle une logique. Ça s'appelle une logique industrielle. Alors après, il y a un équilibre. Ça s'appelle du management. Peut-être qu'à France Maghreb 2, toutes les émissions ne rapportent pas le même argent. Après, il y a un équilibre
et une déontologie qu'on peut concéder dans quand la même même. course, surtout. Faut pas. Non, mais Faut on pas peut comparer ce qui est concéder. pas comparable. On peut concéder comment on appelle ça, qu'à France Maghreb, il y a une déontologie première parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une logique, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas sûr que tous les programmes de CNews, par exemple, puisqu'on parle de CNews, soient rentables, très clairement. Je pense qu'il y a des créneaux qui ne sont absolument pas rentables. Maintenant, il y a un C'est pour ça équilibre, qu'il y en a d'autres pour équilibrer. il y a un management. Et voilà, c'est juste que me concernant personnellement, moi, je suis contre la censure, même quand ça ne me plaît pas. Alors, ça m'emmerde quand c'est Zemmour qui est condamné, très clairement, hein, condamné par la justice française, mais c'est une logique industrielle, ça n'est pas le service public, très clairement. Et moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'en fait, on ne combat pas Zemmour par les idées, mais on essaye de le combattre en l'interdisant. Il y a des pétitions qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, en disant qu'il faut l'interdire. C'est complètement stupide. Complètement stupide. Interdire des idées, ça n'a jamais fait avancer. La preuve, depuis 83, pour pas dire bien avant, on essaie en continu de combattre le racisme. Et au lieu qu'il disparaisse, finalement, il augmente. Alors, soit on se pose les vraies questions, pourquoi il augmente et pourquoi il faut qu'il diminue, soit en fait on fait semblant, comme si en disant non, mais en fait c'est juste une petite frange de la population. Et ben moi je pense que c'est très dangereux parce qu'on est en 2020 et qu'en fait on perd des générations et des générations dans des combats parce qu'on n'a pas le bon diagnostic, tout simplement. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas forcément les solutions. Et le bon diagnostic est très mal posé. Après, pour faire de la politique politicienne, on sait très bien l'escroquerie de Mitterrand de 1983. Voilà. On est d'accord sur l'escroquerie. Voilà. Oui, même sur le reste, Tarek. Allez. Non, sur l'escroquerie, sur l'escroquerie, on est d'accord. Après, vous poserez la question à n'importe quel capitaliste. Ouais. Est-ce que l'objectif de faire de l'argent et de gagner de l'argent vous exonère en tant qu'homme de vos responsabilités morales, politiques, éthiques? On n'a pas de morale. Non, je suis d'accord, il a raison. Moi, je pose la question. Après, chacun. Moi, je pense qu'il a raison. Ouais. Bon, écoutez, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de moralité qui entre en jeu parce que quand il s'agit d'argent, il n'y a plus beaucoup de moralité, malheureusement. Oui, c'est possible. Ouais, mais c'est comme ça chez beaucoup, donc je veux dire, voilà. Est-ce que vous avez vu... Vous vous rappelez les déclarations de Patrick Lelay, président de TF1 à l'époque, à propos du Coca-Cola? Oui, non, mais c'est pas la même chose. Non, mais voilà, il est là pour... Oui, non, mais quelque part, si, parce que c'est pour vendre des programmes, excusez-moi du terme, de merde. Pour que ça marche, ça engraine de l'argent, de la publicité, des recettes. Tout à fait. Lui, il te dit quoi quand il te dit ça? Il te dit, moi, mes programmes, je les aime pas, je m'en fous, mais ça rapporte. Tout à fait. Ouais. Sauf que dans Alors, ces programmes... est-ce que je peux rajouter un truc, Christophe, là-dessus? Attends, juste Tarek qui termine. Allez-y, Cheikh, allez-y. Non, je voulais dire, en fait, c'est un peu injurieux de dire que ce sont des programmes de merde. Je pense qu'il faut quand même respecter les gens qui regardent ces choses-là. Et c'est pas parce que nous, ça nous intéresse pas, parce qu'on considère probablement, et à juste titre, que pour nous, c'est de la merde, qu'il n'y a pas des gens... excuse-moi, l'île de la tentation sur TF1, Farid, excuse-moi, si c'est pas un programme, ça fait pas avancer les choses. Je te parlais de TF1, là, hein. Patrick Lelay, c'est des déclarations d'époque. Non, mais TF1 ou pas TF1. En fait, TF1 ou pas TF1. Il faut sortir de... Tu sais, moi, si ça ne tenait qu'à moi, il n'y aurait que des émissions historiques et intelligentes sur le PAF. Donc tu fermerais boutique au bout d'une semaine. On devrait obliger tout le monde à regarder Arte au moins une fois par semaine pendant les 3 heures de 20h à minuit, quoi. Et pourquoi Cher et Christophe et Philippe, je dis ça? C'est parce que, en fait, posez-vous toujours la question. Il y a 67 millions d'habitants dans ce pays. Oui. Vous enlevez les enfants, les nourrissons, il y a quand même beaucoup d'adultes. Tous les adultes... Les électeurs, les 40 millions d'électeurs. Non, mais je ne parle même pas des électeurs. Non, mais je parle des êtres humains, tout simplement. Les êtres humains. En termes d'âge. Les êtres humains n'ont pas tous la même philosophie, la même vision que chacun d'entre nous ici. Et nous, sur ce plateau-là, on a, heureusement, mais ça veut dire qu'il faut s'interroger. C'est comme le racisme. Pourquoi il y a du racisme? Ce n'est pas uniquement parce que les gens sont nés en disant « j'aime pas les Noirs ou les Arabes ». C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Donc du coup, soit on fait le bon diagnostic, et dans ces cas-là, on essaye de trouver, et ce n'est pas évident de trouver des solutions, soit on se ferme, soit on s'enferme en disant de toute façon, ils sont racistes, point barre. Et là, je peux vous dire qu'on va encore s'en prendre pour 20 ans, 30 ans. Bon, en tout cas, commentez les amis, c'est très intéressant ces débats. Farid et Tarek, voilà, à chaque fois, c'est des débats argument contre argument. Et ça, c'est bon, ça, à entendre les amis. Voilà, c'est sur France Maghreb 2, le vendredi, avec Tarek Pabi et Farid Tabsamani. Bon, j'ai quelques petites questions à vous poser sur ce qui s'est passé un 12 juin, les amis. Nous sommes le 12 juin. Bon, celle-ci, elle doit être facile pour tout le monde. Qui a été condamné à la prison à vie
en 1964. Quelqu'un que vous connaissez, que tout le monde connaît, qui est décédé aujourd'hui. Il a été président de son pays d'ailleurs, par la suite. Il est sorti de prison en 90. Mandela. Bah oui, Mandela, quand même. Nelson Mandela. Condamné à la prison à vie en 1964. Il a passé, donc si mes calculs sont bons, 26 ans en prison, quand même. 27. 64, 90, ça fait 26, Tarek, non? Si je le calcule bien. Bah, je calcule pas, mais le mot qui circule, c'est au bout de 27 ans de prison. Ah ouais. Peut-être que parce que les mois, les trucs, les machins. Mais bon. Oui. 27, il y a un petit 26. grésillement, je ne sais pas d'où ça vient, mon Philippe. Alors, je peux par contre rajouter, cher Christophe, que quand il est sorti de prison, il était le doyen des prisonniers politiques à travers le monde. Aujourd'hui, il est largement dépassé par les Palestiniens, par beaucoup de Palestiniens. Ouais. Qui est élu, messieurs, président de la Fédération de Russie en 1991, un 12 juin? Boris Yeltsin. L'alcoolo. Ouais, bravo. Boris Yeltsin. Exactement. Il y a une question là juste avant parce que j'étais déconnecté pour trouver il y avait le contenu de Geoffrin. Ah bah oui. Ouais. Non, mais je travaille pour toi là. Tu me demandes de Marion Maréchal. Donc je l'ai trouvé moi le truc de ce matin là avec Pascal. Ah ouais. Ouais, je me déconnecter. Philippe, j'ai commencé déjà ma journée. Franchement, ça a été dur de digérer mon petit déj avec ça. On va s'en passer. Ouais, franchement. Philippe, Tarek, Farid, Nabil aussi. Qui devient président de l'Assemblée nationale française le 12 juin 97? C'est pas les Tunisiens. Langue. C'est bien. 97. Non, c'est l'autre. C'est Fabius. Fabius. Bah oui. Laurent, Lolo, qu'aujourd'hui a la bonne planque, 9 ans. Il est tranquille pendant 9 ans. Non, Fabius. Il peut toujours remercier le bon travail qui a été fait par qui? Vous savez, en Syrie. Ah oui, bien sûr. Qui a répondu là? C'est Philippe? C'est moi. Bah oui. Ah oui, Fabius, d'accord. Je cherche à présent, messieurs, un homme politique américain. Il fut d'ailleurs le 41e président des États-Unis, né en 1924. Non, pas Clinton. Reagan. Non, pas Reagan. Bush, mais lequel? George Bush. Senior. Ouais, exactement. George. Super. Effectivement, il est né en 24. Voilà. Bravo, Nabil. Merci. Bah non, il t'a dit Bush. Il y a George W. Bush et George Bush. Moi, j'ai dit George. Senior. Non, il a dit senior, Nabil. C'est pas ça, senior. J'ai dit George, après il dit senior. Je cherche à présent un journaliste sportif, mais aussi animateur de différentes émissions à succès sur TF1, né en 1967 à Dijon. C'est lui qui est décédé, Thierry? Non, il n'est pas décédé, il est toujours vivant. Et d'ailleurs, il vient de terminer une de ses émissions phares sur TF1. Brocard, là, Denis. Denis Brognard est une bonne réponse pour Nabil, bravo. Exactement, très bonne réponse. Bon, c'est bien. Philippe et Nabil, vous avez été au taquet, les amis. On verra tout à l'heure en fin d'émission avec un quiz qui se rapporte plus à l'actualité si vous êtes aussi au parfum. Bon, la question qu'on pose aujourd'hui, la Palestine, évidemment, et la Cour européenne, messieurs, qui reconnaît l'appel au boycott comme un droit citoyen. D'où ma question. À l'expression, pour revenir sur le premier mot de cher Farid. Le boycott, messieurs, dames, est-il, selon vous, un moyen efficace de pression dans le conflit israélo-palestinien? Oui ou non? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, le grand forum FM2. Vous avez répondu depuis hier soir. À vrai dire, je n'ai pas vu la tendance. Philippe va nous afficher à l'écran. Doucement. Ah oui, il faut y aller, bon, hop là. Donc, les résultats, bien entendu. En attendant, peut-être, Farid. Farid, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Bon, Tarek Mamli, c'est historique ce qui s'est passé hier. Extraordinaire. En quoi c'est historique? Alors, en quoi c'est historique? C'est pour 2 raisons, cher Christophe. La première, c'est qu'un peuple qui lutte ne perd jamais la bataille à la fin. On peut l'opprimer, comme Mandela à 27 ans, on peut lui faire comprendre qu'il a tort, on peut même dire que la Palestine était un pays, une terre sans peuple, parce qu'il n'y avait pas les Palestiniens. Moi, j'ai toujours été convaincu, cher Christophe, à tort peut-être, par prétention intellectuelle aussi, dès la lecture de la circulaire de Mme Alioumari en 2010,
Je me suis toujours dit que comporte cette circulaire, Tarek. C'est important de le rappeler quand même. On y va. Donc, c'est une circulaire de Madame Alioune-Marie, qui était donc ministre de la Justice à l'époque et qui a obligé par une circulaire qui n'a jamais été détruite à ce jour, qui a obligé les procureurs à s'auto-saisir chaque fois qu'il y a une demande de boycott. Et dès que j'ai vu ça, je dis, va falloir qu'il y ait de la lutte, de la bataille, mais à la fin, elle sera détruite par le droit et non pas par la justice. Et ce qui s'est passé, cher Christophe, c'est qu'il y a eu donc un mouvement de 2009 à 2013 du côté de Colmar. Nous aurons donc la semaine prochaine les représentants de cette procédure qui sont de Colmar, et c'est la FPS qui a mené donc cette bataille sur le plan local. Et le plus grave et dangereux, c'est qu'en 2015, la Cour de cassation française, qui est la plus haute donc, juridiction française, a confirmé que le BDS, que le boycott est interdit, en expliquant que quand on boycotte Israël, c'est-à-dire on est antisémite pour faire simple. Ce n'est pas le texte, mais c'est l'idée celle-là. Ouais, et l'idée, vous critiquez le produit israélien, je m'en fous d'où il vient, colonie au territoire israélien, c'est de l'antisémitisme, donc c'est interdit. 2015, 2 jugements le même jour, un qui se termine par 20, l'autre qui se termine par 21, à la disposition des auditeurs de France Maghreb 2, il sera sur le site de la radio et sur le Facebook de la radio, parce qu'il faut que les gens lisent. Et il y a eu une contestation, donc on a saisi la Cour européenne cette fois, de justice. Cour européenne de justice, parce que la décision d'hier, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, cette Cour de justice européenne a dit que la critique de l'importation de ces produits n'est pas de l'antisémitisme. Et par derrière, donc la France a publié en 2016, les gens ne le savent pas, mais c'est la France qui a quand même publié au journal officiel une décision, on appelle ça la décision d'étiquetage. C'est-à-dire que tout produit doit être marqué s'il a été fabriqué dans le territoire d'Israël de 1948 ou dans les territoires occupés en 1967. Et une société d'alcool, donc un vignoble qui est en France et en Israël, a saisi le Conseil d'État pour contester cette circulaire du ministère donc, des Finances. Et le Conseil d'État français, ne pouvons pas assumer la lecture juridique. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ce dossier, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, à la Cour européenne de justice. Et c'est donc en 2016-17 et en 2019, la Cour européenne de justice déclare que, parce qu'il faut comprendre le processus, que cette décision française d'étiquetage est légale, et donc l'appel au boycott est légal. Et ce qui est arrivé hier, c'est la consacration, c'est la 3e grosse décision, après donc la Cour de justice, après le Conseil d'État qui a suivi la Cour de justice européenne, et après cette décision d'hier, donc de la Cour de droits de l'homme cette fois. Donc aujourd'hui, de fait, la circulaire Alioune-Marie n'existe plus. De fait, les 2 décisions de la Cour de cassation n'existent plus. Reste la question juridique et nous aurons les avocats qui ont mené cette bataille vendredi prochain et on leur posera cette question que vous retenez, cher Christophe. Est-ce qu'aujourd'hui, comme de fait, la circulaire Alioune-Marie n'existe plus, est-ce qu'il faut faire une démarche politique au judiciaire pour faire publier une nouvelle circulaire qui l'abroge ou pas? Voilà la question qui nous reste aujourd'hui au débat pour la semaine prochaine. Et d'après ce que j'ai compris également, c'est que les personnes poursuivies justement au titre de cette interdiction de l'appel au boycott vont être indemnisées. Alors, il y a 2 choses, cher Christophe. Ils vont être indemnisés lourdement, ce qui va leur permettre de récupérer… 24 000 euros, j'ai vu. 27 000 euros par personne. 27 000, plus 7 000, plus. Ça, et donc, ils vont pouvoir se faire rembourser et payer les avocats aux frais de l'État français qui s'est trompé. Et la chose la plus importante, cher Christophe, c'est que toutes ces personnes avaient une inscription dans leur casier judiciaire. Ils ont été condamnés. Et ces condamnations vont être retirées du casier judiciaire français. En clair… C'est une sacrée gifle, hein. Ah oui. Alors pour et en particulier à quelqu'un, moi, je pense. Ah oui, et j'ai envie de dédier cette victoire hier à Manuel Valls. Ah oui, on peut la lui donner. Et ce qu'a mis M. Valls avec sa pratique ou sa théorie de anti-sionisme égale antisémitisme,
subira le même sort quand les militants vont se mettre, vont s'attaquer à cette discussion. Et on peut saluer M. Habib pour lui dire vous avez tout fait pour que le Parlement français vote il y a quelques mois une résolution qui fait anti-sionisme égale antisémitisme. La procédure judiciaire va venir et ma croyance, peut-être à tort, cher Christophe, c'est que dans quelques années, cette décision sera cassée et donc on pourra nous déclarer anti-sionistes sans être qualifié d'antisémite. Oui, ce qui était quand même sacrée malhonnêteté intellectuelle que de dire ça. Hein. Mais bon, oui. On l'a combattu. Cher Christophe, il était éternellement lié, lié bien sûr. Par sa femme. La question qu'on a envie de lui poser aujourd'hui par notre radio et par Internet interposé, est-ce qu'il est toujours éternellement lié après son divorce ou pas? Ah, ça, on ne sait jamais avec lui parce que ça change tellement. Vous savez, c'est le mec qui plante des oliviers un jour et qui le lendemain. Bon, voilà. Allez, pub, les amis, on est de retour très vite et justement, on en parlera avec. On a perdu notre cher. Oui, mais vous inquiétez pas, il est parti parler à Bolloré, je pense. Lui rendre quelques comptes. À tout de suite, les amis, sur France Maghreb 2, juste après la pub. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Un petit cachotier, notre Farid, quand même. Hein. Je savais pas que c'était le conseiller de Bolloré. Hein, bon, ben voilà, on apprend des choses dans cette émission. Cette émission, vous aviez reçu, cher Christophe, monsieur le recteur de la mosquée de Paris. Oui. Et on a découvert à l'antenne. Lequel? Parce que j'ai reçu les deux. Hein. Non, mais dernièrement. D'accord. Et on a découvert à l'antenne qu'on avait le patron et son salarié qui était donc le réalisateur de l'émission Islam. D'accord. On a la chance sur France Maghreb 2 de découvrir des choses que quelques-uns d'entre nous connaissent, mais que les auditeurs découvrent en direct à l'antenne. Donc, notre ami Cheikh Farid, conseiller de M. Bolloré, conseiller stratégique, et notre ami Bégoura, qu'on salue en direct sur France Maghreb 2, copain par ailleurs depuis quelques mois de notre ami de Djenabil, qui était avec son patron, le recteur de la mosquée, M. Shamseddin Hafiz. Exact. Bon, mon Philippe, est-ce que ça commente un peu là sur Facebook? Est-ce que les auditeurs sont taqués ou ils sont plutôt dans l'expectative? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Oui. Ça se passe très très bien. on peut prendre le goûter pendant qu'on apprend plein de choses. Bah, bien sûr, c'est ça l'avantage. On va répondre à Nadine. C'est l'avantage d'être chez soi. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut. À très bientôt. Je réponds à Nadine qui dit que notre émission est très intéressante. Merci Nadine. Il doit malheureusement nous quitter et je l'invite à regarder le replay et je l'invite même à partager notre émission sur sa page pour pouvoir en faire profiter ses amis. Exactement. Voilà. Bravo Nadine, on vous salue en tout cas. Nadine, vous savez que d'ailleurs c'est le nom de la tempête là qui traverse, la dépression, c'est pas une tempête, qui traverse la France en ce moment. Elle s'appelle Nadine. Et vous savez comment on donne les noms, cher Christophe? Non, je ne sais pas, mais ça m'a toujours intéressé, ça, par contre. Ah ben, je vous le dis. Alors, on donne le nom de la tempête aux techniciens ou aux météorologues qui la découvrent. Ah, donc c'est Nadine qui a découvert la dépression. Oui, et vous avez une blague ou un film, en tout cas, je ne sais pas si c'est une blague ou une réalité, où aux États-Unis, le technicien qui découvre s'appelle, disons, Mustapha. Et les gens courent voir le chef, il lui dit, nous avons un ouragan qui arrive, et c'est le plus important depuis 50 ans. Et l'autre, il dit, allez l'annoncer. Et la personne dit, on a un autre problème. Chef, il dit lequel? Il dit, celui qui l'a découvert, il s'appelle Mustapha. Est-ce qu'on peut dire, l'ouragan Mustapha arrive? Et vous savez, c'est comme ça que j'ai appris moi-même comment on donne les noms des tempêtes. Tiens, mon Philippe, j'ai une petite mission pour toi. Tu sais que ça fait 2 soirs que je regarde 2 superbes films et je tenais à en faire partager nos auditeurs. Et notamment, hier, j'ai regardé un excellent film qui, j'allais dire plutôt d'actualité, qui s'appelle Les Hommes Libres, avec Tahar Rahim. Et on voit justement ce recteur de la mosquée de Paris à l'époque qui cache les Juifs. C'est vraiment un film à voir, à transmettre, magnifique. Et puis j'ai vu un autre film aussi dans un autre registre, ça s'appelle Hors la loi. C'était il y a 2 jours. Et là, ça revient évidemment sur. Alors ça part aux alentours justement de la Seconde Guerre mondiale et des Algériens qui manifestent à Sétif Guelma et Khalata, je crois, en 45. Le 8 mai 45. Voilà, l'autre 8 mai. Et là, on voit ce massacre. Et comment tout a commencé? Je trouve que c'est assez proche de ce qu'on a toujours dit ici à la radio. Un film aussi à voir, Hors la loi.
Très très bon film que j'ai regardé il y a 2 jours. Donc là en ce moment, franchement, je me tape des bons petits films, bons petits kiffs. Il y a vraiment des chefs-d'œuvre. Voilà. Alors, sur le racisme, Christophe, et vous savez très bien, comme les auditeurs, moi, je ne suis pas toujours porté sur la religion, ni sur la théologie. Pour moi, les hommes sont ce qu'ils sont, ceux qui croient pas, et je respecte tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai lu un petit papier sur le racisme et le prophète de l'islam. Et le prophète de l'islam, quand il revient à la Mecque, cher Christophe, il faut le retenir pour la mémoire, j'allais dire pour moi, culturelle, historique et pas religieuse nécessairement. Quand il arrive donc à la Mecque, il cherche le fameux Bilal, le muazzin, c'est lui donc qui lance la prière, et il dit, il est où le Bilal? On l'appelle, et il dit, Bilal, je vais rentrer dans la Mecque parce que maintenant on a gagné, et je vais faire la prière avec vous, et je vais faire la prière avec vous. Après, vous allez monter sur la Kaaba pour faire l'appel. Et pourquoi? Parce que Bilal noir a été torturé par les blancs de Quraysh, de la tribu des prophètes, parce qu'il était noir et qu'il voulait se convertir à l'islam. Et vous avez ces genres, non pas d'anecdotes, mais des faits historiques avérés, où le comportement d'un homme, donc le prophète de l'islam, montre que le racisme anti-blanc, anti-noir, n'existe pas parce que c'est la valeur de l'homme. Et je lis ce texte et j'ai pensé à M. Zemmour face à Mme Kelly, encore une fois, quand il lui a dit, vous voyez jusqu'où on arrive, ce sont les Blancs qui se soumettent ou qui mettent pied à terre face à des Noirs. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais regarder l'homme ni noir ni blanc, mais par sa qualité, en tout cas. Moi, c'est mon éthique. Et en tout cas, j'essaie de l'appliquer tous les jours. Ce n'est pas toujours évident et je ne dis pas que je suis un exemple, mais il faut le faire de manière, si vous voulez. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour en direct à l'antenne, mon cher Tarek, voilà. À l'antenne de France Maghreb 2, dans le Grand Forum. Donc, entre son éthique et sa façon de fonctionner au quotidien. Oui, on était un petit peu dans les coups de cœur. Et d'ailleurs, si vous avez des coups de cœur à nous faire partager, c'est vrai qu'un livre, un film, une pièce de théâtre, bon, c'est vrai que ça fut compliqué ces derniers mois parce qu'il n'y en avait pas. Une exposition. Si, il y avait à la télé. Oui, à la télé, oui. On a ouvert les musées, cher Christophe. On a ouvert les pièces de théâtre gratuitement. Et je sais, moi, que dans ma famille, mes enfants et mon épouse, qui partaient tous les mardis, vous le savez, à titre personnel, voir une pièce de théâtre, ils ont eu le théâtre qui est arrivé à la maison. C'est vrai, il y avait aussi cette... Oui, c'est vrai, effectivement. Pendant le confinement, tout s'est adapté. Bref, oui. En tout cas, si vous avez un bon petit coup de cœur à nous faire partager, on est preneur. Voilà, n'hésitez pas. Ça peut être un livre, effectivement, un film. Il y a de très, très bons films qui sont malheureusement pas... aussi médiatisé qu'il le devrait. En tous les cas, voilà. On parle de cette décision, évidemment, aujourd'hui. C'est quoi le résultat, mon Philippe, donc, de la question du jour sur cette question qu'on a posée aujourd'hui, donc le recours européen, la Cour européenne, pardon, qui reconnaît l'appel... La Cour européenne, cher Christophe, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, qui reconnaît l'appel au boycott comme un droit citoyen. Le boycott, est-il, selon vous, un moyen efficace de pouvoir faire pression auprès d'Israël, bien entendu, vis-à-vis de la politique qu'elle mène envers les Palestiniens? Eh bien, vous votez sur LGF, le Grand Forum FM2, sur Twitter. Quelle est la tendance, mon Philippe? Ça dit quoi? 77,5%. Oui, pour le oui. 77,5% pour le oui. Parce que c'est vrai que beaucoup nous disent, Tarek, oui, mais le boycott, ça sert à rien, ça va rien changer, ça ne marche pas. Or, c'est faux. BDS a fait énormément de mal. Oui. Énormément de mal, si on prend que cet exemple-là. C'est parce que les médias sont arrivés à installer dans la mémoire collective qu'il ne faut pas faire de boycott pour 2 raisons. La première, c'est que faire un boycott, c'est être antisémite. Et aujourd'hui, personne ne souhaite apparaître. Quel chantage. Oui, c'est du chantage, vous avez trouvé le mot. Et la deuxième, c'est que les gens n'ont pas mesuré, et surtout, j'allais dire les classes populaires, quand ils vont dans un magasin et qu'ils trouvent un avocat importé, j'allais dire du Maroc ou de France, et qui est vendu à 3 kilos, et ils trouvent un autre à 1,20 €, oui. Qu'on achète celle qui coûte moins cher, parce qu'il y a un problème de conscience et de moyens. Mais aujourd'hui, ces gens, en tout cas ceux qui ne pouvaient pas assumer le boycott,
vont pouvoir sortir. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de Mme Olivia Zemmour, Euro-Palestine, vous allez trouver la fameuse décision d'étiquetage qui est parue au journal officiel et sur laquelle c'est marqué « Prenez ce document avec vous ». Et là où vous rentrez, vous montrez au directeur de magasin que la France oblige l'étiquetage. Donc aujourd'hui, je pense que psychologiquement, on va basculer dans une nouvelle étape. Il y a un retour, Philippe, ça vient d'où? Peut-être de notre invité qui arrive dans un instant. C'est vrai, Tarek, vous avez raison. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, je vous rappelle qu'en fin d'émission, il y avait Samia Chiki et Olivia Zemmour qui étaient à Saint-Denis pour justement sensibiliser les consommateurs. Et il y a aussi ces magasins comme Auchan qui ont été condamnés aussi pour avoir trompé les clients. Christophe, quel va être le comportement d'Euro-Palestine, de Mme Zemmour, de Samia à partir de lundi avec cette nouvelle décision? C'est terminé. Psychologiquement, et ils vont dire, monsieur, appliquez le droit. On ne vous demande pas de faveur, appliquez le droit. Voilà la feuille, voilà le jugement. Il faut faire attention, Tarek, vous avez raison sur la provenance des produits, parce qu'il y a des magasins comme certaines grandes surfaces qui ont été pris la main dans le sac, où ils mettaient effectivement une provenance qui n'était pas la réalité du produit. Et quand vous regardiez en dessous, au niveau du carton, vous aviez la vraie provenance. Et on n'a pas hésité à se servir pour des fruits, par exemple, en mettant Maroc. Et quand vous regardez le carton, c'est marqué Israël. Et moi, je m'offusquerais toujours, Tarek, de tous ces bouchers dits halal, musulmans, ce que vous voulez, j'en sais rien comment il faut les appeler. Et j'ai encore vu de mes yeux il n'y a pas longtemps, et Dieu sait que mes yeux fonctionnent à merveille, de vendre des produits qui viennent d'Israël, ça me choque particulièrement. Vous savez comment je vais les appeler, cher Christophe? Appelez-les comme vous voulez, mais en tout cas, ça me choque. Non, mais je vais vous le dire. Je vais les appeler comme les petits Bolloré. Pour faire l'argent, ils n'ont plus d'éthique. Ils n'ont plus de morale. L'essentiel pour eux, c'est de rajouter 300 € dans la caisse tous les jours. Donc, c'est le petit Bolloré. À partir du moment où le but de la manœuvre commerciale est de faire de l'argent, M. Bolloré fait de l'argent avec M. Zemmour. Auchan et les autres magasins, et les bouchers dits musulmans, arabes, islamiques ou islamistes, tout ce que vous voulez, font de l'argent sur le dos du peuple palestinien parce qu'en vendant un produit moins cher, ils vont faire plus de recettes. Donc, moralement, c'est condamnable. Juridiquement, aujourd'hui, ça va devenir condamnable. Chacun doit assumer sa responsabilité. Je crois que votre invité vient d'arriver, cher Christophe. Oui, alors Philippe, notre invité est là? Oui, bien sûr. Taoufik Tahani, président d'honneur de la FPS. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous, bienvenue. Alors, première réaction au lendemain de cette décision importante de la Cour européenne des droits de l'homme. Écoutez, comme vous venez de le rappeler, c'est une décision extrêmement importante. Je dirais, en pesant mes mots, c'est une décision historique. C'est la première fois vraiment qu'on marque un point, une victoire extrêmement importante pour le mouvement de solidarité avec la Palestine et le mouvement pour le boycott d'Israël tant qu'il ne respecte pas le droit international depuis très longtemps. Surtout qu'il y avait l'idée qui était véhiculée par un certain nombre de médias, de vassaux d'Israël, de serviteurs de l'extrême droite israélienne, c'est que le boycott est illégal et qu'il ne fait pas partie de la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme vient de démontrer le contraire. Le boycott d'Israël, c'est une action politique non violente qui fait partie de la liberté d'expression. Nous avons bataillé pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, je dirais plusieurs années, parce que les faits, ils remontent à 2009-2010 pour finalement obtenir ce résultat. Et un résultat sans appel, parce que c'est une décision qui a été validée par l'unanimité des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous savions que ça allait venir, nous savions que peut-être ça allait être en faveur de notre cause juste pour la défense de la liberté d'expression, mais franchement, on ne s'attendait pas à ce que cette victoire soit aussi éclatante que celle-ci. Est-ce que c'est une forme aussi de défaite pour l'État français et qui plus est par les médias qui n'ont absolument pas
relayé cette information d'ampleur, quand même d'une extrême ampleur, de la France qui a été condamnée quand même hier. Les médias n'en ont pas fait, pas un article, rien. Moi, j'ai rien vu personnellement, ou pas grand-chose en tout cas. Bien en deçà de ce qui aurait dû être au rendez-vous. C'est une information importante apportée à la connaissance du peuple français quand même. Il y a eu, Christophe, si vous permettez, cher Tofik, il y a eu un article dans Le Monde. Oui, enfin voilà. Un article, attendez, un article dans Le Monde, un article dans Le Figaro, mais il n'y a pas eu le tapage systématique de BFM et de CNews, que j'appelle ma télévision d'information continue à monosujet. On aurait pu avoir droit pendant 2 jours, 3 jours sur cette question pour que les citoyens français comprennent de quoi il s'agit. Ils ne l'ont pas fait. À France Maghreb 2 et ailleurs, on va le faire en continuité aujourd'hui et vendredi prochain. Mais il faut que l'idée infuse que dire que boycotter est interdit par la loi est une fausse idée que nous avons tous supportée, comme dit Tofik, de 2009 à hier. Réaction t'offert par rapport justement à cette... Non, je pense vraiment que, bon, écoutez, oui, BFM TV, CNews et tout, etc., ils ont d'autres intervenants. Hein. Ils vont pas appeler le président d'honneur de la FPS pour commenter cet événement. Ils ont donc choisi d'autres sujets. Ils ont considéré que celui-ci n'est pas vraiment très important. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Par contre, non, il y avait quand même, beaucoup d'articles dans les médias. Il n'y avait pas que le Figaro et puis etc. Il y avait l'Humanité, il y avait Libération, il y avait France Inter qui a ouvert, par exemple, hier le 19h avec cette très bien, je ne savais pas. Très bien. Oui. France Inter, le 19h hier, c'était sur cette question. Mais il y avait également France Culture, etc., etc. Non, je crois qu'on a eu beaucoup de contacts avec les médias qui ont compris de toute façon l'importance de cette question. Et il y a eu la dépêche de l'AFP qui était très très bien, et puis la dépêche de Reuters qui était très bien. Mais bon, voilà, parce que nous avons travaillé depuis très très longtemps pour pouvoir avoir ces résultats. C'est pour ça que je dis. Nous sommes dans une situation où pour la première fois, nous sommes là en train d'attendre que le gouvernement français donne une réponse. Le gouvernement français n'a pas donné de réponse. Vous avez raison. Pas réagi pour l'heure, hein. Aucune réaction gouvernementale. Aucune. Jusqu'à maintenant, aucune réaction gouvernementale. Et c'est un petit peu inquiétant. Je pense que le gouvernement français, il est en train d'essayer de réfléchir à la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va lui rapporter politiquement. Vous savez, il est dans une situation qui est un petit peu difficile, très difficile. Moi, j'aimerais juste un petit mot pour expliquer allez-y. Juste un petit mot pour expliquer ça. Si vous avez vu le communiqué du CRIF, il était très modéré, mais plein de mensonges. Il essaie de confondre des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme concernant une autre affaire. C'était le maire de la ville de Seclin, où ça a été débouté par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais l'affaire n'avait strictement rien à voir avec celle de la condamnation des 12 militants de Colmar. Donc, il a essayé d'amalgamer. Bon, il n'est pas allé jusqu'à traiter la Cour européenne des droits de l'homme de cours antisémites, mais il essaie de mentir en disant que bon voilà, il y a un recul sur la question de la défense ou bien de la défense contre les attaques antisémites. Il va y avoir une très forte pression de la part du CRIF et puis de toutes les officines pro-israéliennes. Ils sont très très nombreuses. Hein. Les Valls, je dirais même malheureusement même des gens qui se disent de gauche, Hidalgo et tout, etc. Ils vont essayer justement de les gagner. Les israélo-compatibles, on les appelle. Les israélo-compatibles, si vous voulez. Je crois que ça ne va pas très bien.
Ils vont essayer d'obtenir quelque chose en contrepartie. Mais je vois pas quoi, parce que hier, ce qui est important dans ce qui a été décidé, ou bien l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, et je rappelle, à l'unanimité des juges, l'unanimité, même parmi les juges, il y avait un juge français, un juge réputé être conservateur et tout, etc., mais qui a voté pour. Donc, à l'unanimité, on considère que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme avait été bafoué par l'État français et la justice française. Donc, c'est une victoire sans appel, si vous voulez. Et c'est ce qui explique le silence du gouvernement français, qui doit être dans une situation très difficile. Soit il va essayer de faire plaisir au CRIF en essayant de demander à la grande chambre de la Cour européenne de reconsidérer son jugement, mais bon, il sait qu'il va perdre. Moi, le gouvernement français, j'aimerais bien lui conseiller de dire, bon, voilà, ça y est, on a perdu, et puis on va essayer de respecter la question des droits de l'homme et la question du droit au boycott, parce qu'on peut boycotter Israël, on peut boycotter le Mexique, la Chine, le Tibet, n'importe quel pays au monde, on peut combattre, et puis, voilà, critiquer la politique israélienne. Ce n'est pas du antisémitisme. Tarek. Alors, deux petites questions peut-être pour Taufik. La première, de fait, la circulaire Alliot-Marie est tombée. Est-ce que vous considérez que c'est bon, c'est assez, ou est-ce que vous pensez, avec les avocats ou dans une démarche politique, qu'il faut saisir l'actuel ministre de la Justice pour faire publier une circulaire d'abrogation de la circulaire ou pas? Quelle est votre position? Et après, j'aurai une deuxième question sur la question anti-sionisme, antisémitisme, mais elle viendra un peu plus tard. D'accord, donc je vais commencer par la première question, puis la deuxième, bon, voilà. Écoutez, pour moi, les circulaires de Alliot-Marie 2010 et puis de Mercier, parce qu'elle a été abondée, elle a été améliorée, embellie et tout, etc., ce qu'on appelle la circulaire Mercier. Donc, la circulaire Alliot-Marie et la circulaire Mercier 2010-2012, pour moi, elles sont caduques. Et ce que nous venons d'obtenir comme victoire, elle est largement supérieure à nos demandes antérieures sur la question. On vous entend plus, Taufik, bien près du micro. L'abrogation. Voilà, parfait. De la circulaire Alliot-Marie. Nous venons d'obtenir mieux que ce qu'on. Mais par contre, si vraiment le gouvernement il veut montrer des signes de respect de la plus haute juridiction européenne, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, je crois qu'il pourrait faire quand même un petit effort et dire que ces circulaires sont caduques, elles ne serviront. De toutes les façons, elles ne serviront à rien. On peut imaginer maintenant difficilement que des procureurs ou des juges etc. puissent poursuivre des militants de la cause palestinienne, des militants du BDS en se référant à ces circulaires qui sont maintenant obsolètes. Pour moi, elles sont obsolètes. Très bien. Tarek, si vous permettez, j'ai une question à poser à Taoufir Tahani, qui est avec nous, président d'honneur de la FPS. Moi, j'aimerais qu'on soit dans le pratique et dans le ludique. Vous qui nous regardez aujourd'hui, vous qui nous écoutez à la radio, on parle souvent de boycott. Taoufir Tahani, est-ce que vous pouvez nous dire, finalement, pour que ça soit payant, qu'est-ce qu'il faut boycotter? Parce que moi, j'entends un peu tout et n'importe quoi. Entre les produits qui sont issus des colonies, entre des sociétés américaines. Est-ce qu'il faut vraiment faire un boycott intelligent pour que ça soit efficace? Comment vous nous conseillez de faire pour ceux et celles qui sont évidemment épris de justice et qui veulent défendre justement la justice et les Palestiniens par la même occasion? Écoutez, sur BDS, donc il y a 3 lettres, il y a B, D et S. Oui. Le B, il y a le boycott, le D, il y a des investissements, et il y a le S, les sanctions. La dernière lettre sanction, elle relève des États. Donc, nous avons besoin de faire un travail en profondeur pour exiger de notre gouvernement, de nos parlements, de l'Europe et tout, etc., de passer à ce stade des sanctions, comme ça a été fait concernant
l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Et il s'agit d'apartheid là maintenant en Israël. Mais il y a un point qui est très important, qui est le le désinvestissement. Je pense qu'ici en France, nous n'avons pas à rougir euh, par rapport au travail que nous avons réalisé. Vous savez, nous avons quand même obtenu le désinvestissement de la France Télécom Orange, qui avait un partenariat avec une entreprise israélienne qui s'appelle Partner. Ouais. Nous avons obtenu le fait que Alstom, elle s'est désengagée de la construction du tramway de Jérusalem, oui. Le tramway colonial. Nous avons obtenu que Veolia, l'entreprise, la multinationale française, elle quitte complètement Israël. Nous avons obtenu le retrait de plusieurs multinationales et ça, c'est un travail que nous avons pu obtenir en essayant d'élargir l'assise de notre travail. Les derniers rapports que nous avons pu concocter, donc l'association était au centre de ce travail, mais il y avait les organisations de défense des droits de l'homme, la LDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Il y avait ceux qui nous ont accompagnés très souvent, c'est le syndicat Sud, et puis il y a la CGT, puis il y a aussi des organisations comme le CCFD, etc., etc. Et tout récemment, dans un travail que nous avons fait tout récemment concernant le désinvestissement, il y a même la CFDT qui nous a rejoint. Donc nous visons la question d'élargissement. Nous voulons travailler avec tous ceux qui considèrent que Israël doit être, les entreprises doivent être très regardées sur la question d'occupation, colonisation, apartheid, avant de s'engager là-bas. Et il y a la question sur laquelle il y a toujours un débat, sur la question du boycott. Le boycott de tous les produits israéliens est légitime. Le produit culturel, institutionnel est légitime. Mais je veux souligner une chose très importante. Quand on fait ce travail, il faudra qu'on soit extrêmement clean, propre. Et nous le sommes, nous l'avons toujours été et nous continuons. On ne sait pas ça qu'on relève des choses. Nous ne boycottons pas les individus. C'est pas parce que une personne est israélienne que nous le boycottons. Nous boycottons ceux qui sont financés ou bien qui servent le système de l'apartheid israélien. Concernant les produits, nous boycottons tout, mais nous insistons sur une chose, parce que ça c'est une chose qui est une obligation de la part de la France, de l'Europe, c'est l'interdiction. Et ça n'a rien à voir avec le boycott. L'interdiction des produits des colonies. Il faut que les produits des colonies soient interdits d'entrer sur le marché européen. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, il n'y a pas une grande différence sur l'objectif, mais il y a quelques petites nuances sur la tactique à suivre pour arriver au meilleur résultat possible. Très bien. Alors, on est de retour juste après la pub pour la suite de cet entretien. On reste cependant en live avec Taoufik Tahani, qui est avec nous, président d'honneur de la FPS aujourd'hui et au lendemain de cette décision historique de la Cour européenne des droits de l'homme, en reconnaissant de fait donc le boycott qui était jusqu'alors interdit en France, jusqu'à d'ailleurs ce fameux chantage et cette résolution à l'Assemblée nationale qui avait été votée il y a quelques mois, assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme. Tout ça devient caduc de fait. On en reparle avec vous en détail juste après la pub sur France Maghreb 2. Restez bien avec nous. C'est le LGF jusqu'à 18h. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2. Eh oui, on est bien sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Taoufik Tahani qui est avec nous. Farid Tabsamani, je ne sais pas où il est. Est-ce que vous avez des nouvelles? Aucune, malheureusement aucune. On lui a envoyé un message. Il n'a même pas reçu. Je pense qu'il ne doit plus avoir de batterie. Ça a coupé d'un souffle. Ah, d'accord. Non, j'ai eu très peur qu'ils soient enlevés par la voiture la voiture de luxe de Bolloré pour qu'ils viennent rendre des comptes. Non, tout va bien alors. Ça va, non, pour l'instant. Mais par contre, ce qui est très étrange, Christophe, je ne veux pas être complotiste, loin de là. Je sais que le fait de le dire fait que crédibiliser la thèse du complot. C'est que juste avant que Taoufik n'arrive, on avait
pas mal d'auditeurs. Il y avait pas mal d'échanges, d'interactions sur le chat. Et dès que vous avez commencé à parler de BDS, il n'y a plus rien sur le chat depuis 16h52 exactement. Alors qu'on a toujours plein d'amis qui sont connectés et qui nous envoient plein de messages. Et on a eu une baisse d'audience juste incroyable. Voilà, c'est… Après, Voilà. chacun imagine. Non, mais c'est vrai. On a quelques problèmes avec Facebook, je dois vous le dire, depuis quelques jours. Hein. Il y a pas mal de choses qui sont étranges, on va dire. Voilà. Des moments où on parle de sujets un peu délicats, un peu difficiles. Eh ben, voilà. On veut pas être complotiste, hein, loin de là. C'est juste une constatation, tout simplement. T'as offert juste un petit mot avant qu'on reprenne le direct. On est toujours en live, évidemment, sur Facebook. Sur cette grande manifestation, j'ai vu une manifestation unitaire le 27 juin. Vous en faites évidemment partie. Bah, écoutez, vous savez que je suis président d'honneur de la FPS. Oui, bah, évidemment. Je suis pas encore au courant de ce qui s'est préparé. Et puis, franchement, j'étais très, très pris par la question de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, je commence simplement à hiberner. Oui, je comprends qu'il faille digérer. Bien entendu, c'est une belle victoire que vous avez eu beaucoup de temps à obtenir, hein, finalement. C'est 10 ans de bataille, 10 ans de combat qui ont porté ses fruits hier. Oui, je vous confirme que le 27 juin, il y a visiblement une grande manifestation nationale à l'appel, enfin, c'est une manifestation unitaire qui donc appelle à une grande manifestation place de la République samedi 27 juin à Paris pour un grand moment. Justement, alors pourquoi? C'est pour évidemment contre l'annexion de la Cisjordanie que Israël compte faire donc le 1er juillet, vous le savez. Ah ben oui, absolument. D'ailleurs, ce propos, la Jordanie, c'est fâché rouge, hein. Vous avez vu? Oui, mais pas assez. Ben non, pas assez, mais bon, il y a déjà, voilà, ça se fâche rouge quand même du côté de la Jordanie, ça a menacé quand même, hein, si, attention, voilà, donc, on sent quand même qu'il y a une tension palpable, là, pour le coup, et que, d'ailleurs, est-ce que vous avez une petite idée de ce pourquoi Israël, s'amuse à annexer de la sorte, comme ça, en ce moment, j'allais dire, au moment où tous les pays sont, confrontés à bien d'autres problèmes que de regarder ce qui se passe, avec la pandémie du Covid-19, est-ce encore une stratégie, d'Israël de pouvoir, continuer eh bien de piquer davantage de territoire pour que le monde ne réagisse pas, il faut qu'il soit occupé. Et là, pour l'heure, il est occupé à essayer de sauver son économie, à essayer de faire repartir les pays en question. Et là, c'est bien choisi comme timing pour le coup, Taoufik. Bah, écoutez, vous venez de donner vraiment la réponse. Et d'ailleurs, mieux oui, je sais, de temps en temps, je fais des questions et les réponses. Si vous voulez, il y a le Covid, et puis les Palestiniens, ils ont vraiment joué un rôle extraordinaire dans la non-propagation du Covid. On voit très bien les résultats qui sont extraordinaires en Cisjordanie, mais à Gaza, encore mieux, et beaucoup mieux d'ailleurs. Il y avait même les médias mainstream, notamment par exemple ici Le Monde, qui avait fait un article qui était extraordinaire, qui parle de le Covid qui a touché en Israël 60 fois plus que proportionnellement à la population qu'en Palestine. Donc les Palestiniens, ils ont joué un rôle très important. Pendant ce temps, de toute façon, il y avait l'armée israélienne et les colons israéliens, ils désarmaient pas. Ils essayaient vraiment d'appliquer cette annexion sur le terrain. Je ne sais pas ce qui va se passer le 1er juillet. Je ne sais pas si Israël, elle va annexer. Mais de toutes les façons, ils sont en train de pousser des pions pour essayer de modifier la situation encore plus sur le terrain et préparer donc les conditions pour je dirais une annexion peut-être pas officielle, mais une annexion de fait. Ils essayent de profiter de la question du Covid, mais ils profitent. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Pardon Taoufik de vous couper, on est de retour juste en direct à la radio, la pub étant terminée avec Taoufik Tahani qui est avec nous, avec Tarek Pami et je crois Farid Tabsamani qui est de retour. Oui, je suis vraiment désolé. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé mon Farid? Tu sais que j'ai eu très très peur que tu sois enlevé ou qu'il te soit arrivé un problème. Non, tant que je suis en France, à mon avis, j'ai pas trop de soucis. À l'étranger, c'est autre chose. Voilà qui nous rassure. Farid, je te présente, merci beaucoup, je te présente Taoufik Tahani qui est le président d'honneur de la FPS avec qui on fête cette victoire finalement obtenue hier par la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui reconnaît l'appel au boycott. Je crois que Tarek Pami avait une question sur l'antisionisme et l'antisémitisme, Tarek.
Il est parti, Tarek? Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Bon, alors, il va revenir peut-être, hein, Tarek Mami. On n'entend plus. M. Mami a des soucis avec son micro. Ah, d'accord, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça va s'arranger. En tout cas, il aura. Tant que c'est avec le micro, ça va. Ah, exactement. Tant que c'est avec le micro, ça va. Taoufik, franchement, maintenant, au-delà de cette victoire importante, par contre, c'est un grésillement, c'est terrible. Qu'est-ce que maintenant, vers quoi vont se mener les combats de la cause palestinienne pour vous, Taoufik Tahani? Maintenant, quel est l'objectif, le prochain objectif à atteindre? Bah, écoutez, on répond un petit peu tout le temps aux demandes de la société civile palestinienne, au peuple palestinien. Pour le moment, ils nous demandent d'augmenter la pression pour qu'il n'y ait pas l'annexion, pour qu'il n'y ait pas cette annexion, pour ne pas créer encore une donne qui serait très favorable à Israël et puis catastrophique pour les Palestiniens. Donc, nous allons continuer à travailler, à élargir le mouvement de solidarité pour qu'il n'y ait pas cette annexion qui était annoncée pour le 1er juillet. Nous voulons également continuer à notre travail de lobbying vis-à-vis des institutions, que ce soit le Parlement, que ce soit le Sénat, que ce soit le gouvernement français, etc., pour prendre vraiment réellement des mesures de sanctions contre Israël. Et un des objectifs, c'est la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Nous voulons qu'il y ait un maximum de nos concitoyens qui continuent, je dis pas qu'ils commencent à s'intéresser, parce que la question palestinienne, elle rassemble énormément de gens, beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle focalise toutes ces attaques de la part des inconditionnels d'Israël. Nous voulons qu'il continue le combat, et ce qui s'est passé avec la Cour européenne des droits de l'homme montre clairement que de toute façon, nous pouvons obtenir de grandes victoires. Donc, pas d'annexion. Continuons la solidarité, continuons à faire pression sur Israël via le boycott, continuons à faire pression sur notre gouvernement et sur l'Union européenne et puis sur l'Organisation des Nations Unies pour mettre fin à l'impunité d'Israël. Et là aussi, nous avons un travail extrêmement important à faire. Nous l'avons commencé il y a un moment, donc nous avions fait même des colloques sur cette question. C'est la question de la juridiction internationale et le soutien à la Cour pénale internationale qui est maintenant, si vous avez écouté Pierre Aski ce matin sur France Inter, qui est sujet d'attaques énormes de la part de Donald Trump parce qu'ils ne veulent pas que cette juridiction internationale, la Cour pénale internationale, s'intéresse aux crimes américains et aux crimes israéliens. Donald Trump, il ne cache pas le fait que de toute façon, il travaille avec Israël pour cacher les crimes et pour assurer une impunité. Donc, une des choses extrêmement importantes que nous devons faire, c'est lutter contre cette impunité assurée à Israël, injustement assurée à Israël. Dernière question, Tarek Mami, sur l'antisionisme et l'antisémitisme. Tarek? Là oui, c'est bon, on vous entend. Oui, très bien. Voilà. Alors, une question à Taoufik. De toute façon, la semaine prochaine, on va faire un autre spécial Palestine avec d'autres intervenants. Mais la question qui se pose, est-ce que cette résolution qui a été adoptée par le Parlement français, par l'Assemblée nationale française, qui veut reprendre donc la définition européenne de l'antisémitisme, va pouvoir, mériter une nouvelle bataille pour l'amener à terme, comme vous avez fait avec les FPS et d'autres militants, jusqu'au Conseil, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, ou est-ce que de fait, cette nouvelle décision pourrait amoindrir les faits, puisqu'on sait très bien qu'en politique, cette résolution a été adoptée pour être préparatoire à une éventuelle nouvelle loi qui donc assimilerait, parce que la résolution n'est pas obligatoire, alors que la loi deviendrait obligatoire. C'est quoi votre point de vue? Écoutez, rappelez-vous, juste avant justement cette résolution, cette honteuse résolution, ils ont annoncé, mais tout le monde a annoncé,
lancé, y compris Macron au dîner du CRIF, et puis ça a été repris par pas mal de ministres. Et puis vraiment, on a commencé à voir un peu la danse du ventre du CRIF et puis de toutes les officines pro-israéliennes, en nous parlant d'une une loi pour assimiler toute critique d'Israël, et puis l'antisionisme, qui est un droit, à de l'antisémitisme. Donc ils ont commencé puis après ils ont commencé à réfléchir, et puis nous avons travaillé également à l'époque. Hein. Il y a eu ce bouquin de Dominique Vidal qui est extraordinaire sur la civilisation antisionisme, antisémitisme, et il y avait plusieurs tribunes de la part de responsables de la FPS, d'autres associations amies, de la Ligue des droits de l'homme, de la Fédération internationale. Et puis, ils ont revu ceci à la baisse et ils ont dit, bon, allez, on va finir par faire une résolution. Une résolution n'a strictement aucune valeur juridique et surtout, si vous voulez, elle a été votée par combien de députés? 170 à peu près. Vous vous rappelez du vote? Ils étaient plus de 350 à l'intérieur, à l'Assemblée nationale, avant le vote. Et au moment du vote, plusieurs sont sortis parce qu'ils n'osaient pas voter contre, mais ils ne voulaient surtout pas voter pour. Et donc, elle a été adoptée par un faible, très faible pourcentage des députés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est là où elle avait signé son arrêt de vote. Là maintenant, avec ce qui s'est passé à la Cour européenne des droits de l'homme, ça démontre une bonne partie de ce qu'ils avaient concocté comme idée géniale pour assimiler toute critique d'Israël à de l'antisémitisme. Nous savons maintenant que le droit au boycott, c'est partie de la liberté d'expression. Or, eux, ils voulaient assimiler la question du droit au boycott. Donc, ça veut dire, c'est de l'antisionisme. Ça veut dire l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, c'est la haine des juifs, c'est etc., etc. Moi, j'aimerais pas être à leur place, quoi, si vous voulez. Ils peuvent toujours continuer à se ridiculiser s'ils le veulent. Mais bon, je pense que nous ne devons pas vraiment, en tant que mouvement de solidarité, donner beaucoup d'importance à la résolution. Par contre, nous devons consacrer nos munitions à attaquer tous ceux qui essayent d'utiliser cet amalgame antisionisme, antisémitisme ou critique d'Israël, c'est de l'antisémitisme. La réaction du CRIF que je citais tout à l'heure sur la Cour européenne des droits de l'homme, elle est un petit peu mesurée, si vous voulez. Pour la première fois, ils n'ont pas osé qualifier la Cour européenne des droits de l'homme d'antisémite. Parce que, bon, voilà, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté grâce à notre travail. Voilà. Merci, Taoufik Tahani, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions et d'être venu réagir sur France Maghreb 2 au lendemain donc, de cette décision historique qui est arrivée hier et sur laquelle nous reviendrons aussi la semaine prochaine avec de nombreux invités. À très bientôt, Taoufik Tahani, président d'honneur de la FPS. Et bravo. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci. Farid Tabsamani. On t'a pas entendu tout à l'heure parce que ça a coupé justement quand je posais cette question, quant à cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui est intervenue hier. Quelle est ta réaction? Donc maintenant, le boycott n'est plus interdit en France. De fait. Il y a à nouveau des problèmes de batterie. Ah, décidément. Bon, très bien. Bah oui, mais en même temps, Bolloré va piller le lithium en Afrique, donc il ne représente que 20% de son groupe. Non, mais Tarek, Mami, il faut que je vous explique ce qui se passe. C'est extraordinaire aujourd'hui. Sur Facebook, on passe d'un certain nombre de spectateurs qui regardent, parce qu'on a cette possibilité de pouvoir regarder les spectateurs qui nous regardent. Et alors là, on fait des bons spectaculaires. J'ai jamais vu ça sur Facebook. On est capable de passer de 60 spectateurs à 6 en un coup. Il y a des partages qui disparaissent. Enfin, je veux pas être dans la théorie du complot, mais là, franchement, il y a une vraie problématique autour du grand forum en particulier que je constate depuis quelques jours et que je vous rapporte en direct, cher Tarek. Voilà, Facebook aujourd'hui a quelques problèmes avec la liberté d'expression visiblement.
Alors, vous savez que Facebook, en Israël, a mis un système de repérage de mots-clés qui interdit aux Palestiniens de les utiliser et qu'ils effacent des comptes à partir du moment où il y a des mots sur le terrorisme israélien ou d'autres mots. Donc, l'inconvénient, l'avantage de Facebook, c'est qu'il donne la liberté pour beaucoup, selon eux. L'inconvénient, c'est que, contrairement au pays, contrairement au gouvernement, contrairement aux assemblées, quand dans un pays vous prenez une décision, vous avez des tribunaux pour recourir, alors que sur Facebook, c'est écrit en tout petit en bas que Facebook est libre de couper n'importe quel compte à n'importe quel moment sans avoir à en justifier. Juste, il écrit que ce que vous venez d'écrire ne correspond pas à la ligne de Facebook qui n'est jamais déterminée. Voilà. Et Facebook, de ce côté-là, viole le premier amendement, c'est-à-dire l'article 1 de la Constitution américaine, qui interdit d'interdire toute liberté d'expression. Et donc, vous avez une boîte privée qui gère comme elle veut, sans Facebook. Vous ne pouvez rien faire. Hallucinant. Non, mais c'est hallucinant. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la faiblesse de l'Europe et de la France qui a été incapable de créer son propre Facebook, pour faire simple, parce que quand vous allez en Chine, vous avez le Facebook chinois. Et le Facebook américain n'est pas utilisé ou alors sous condition. Et quand vous allez en Russie, c'est pareil. Vous avez le Facebook russe de la souveraineté nationale. En France, nous n'avons pas de souveraineté numérique et on le plaint depuis des années, notamment quand j'étais secrétaire national de notre syndicat. On s'est battu avec les hommes politiques pour dire pourquoi la France ne crée pas, par une société privée, voire par une société publique, un Facebook français. Donc, c'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale numérique. Nous ne l'avons pas aujourd'hui, et d'où la bataille que nous avons contre les réseaux qu'on appelle les GAFA, qui ne payent pas leurs impôts en France en plus. Bon, allez, un petit zapping, les amis. En attendant. Cher Farid est reparti? Apparemment, oui, il a quelques problèmes de batterie, notre ami Farid. Et c'est vrai moi, que. Je l'ai eu tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il faut jongler en fait entre le micro et le casque ou la batterie parce que le téléphone ne tient pas. Alors, en fait, si vous voulez, le logiciel qu'on utilise pour réaliser cette émission utilise beaucoup de batterie. Voilà, ça c'est vrai. Alors, le communiqué de CRIF porte pour titre « La Cour européenne des droits de l'homme justifie le boycott d'Israël ». Je pense qu'on peut se contenter de ce titre, cher Christophe, oui, et absolument. le répéter. Et chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, dit comme le dit le CRIF, la Cour européenne des droits de l'homme justifie le boycott d'Israël. C'est le CRIF qui le dit, c'est pas nous. Donc on peut y aller. Ça s'appelle quand donner le bâton pour se faire battre. De reconnaître la force du droit par rapport à la loi. Et reconnaître sa faiblesse. Alors, un petit zapping, et ça permet aussi de pouvoir changer un peu de sujet, parce que on a tendance, c'est vrai, aussi dans la mono-actualité, mais parce qu'on y est contraint, malheureusement. L'occasion peut-être, au travers de ce reportage de France 24 que je vais vous montrer et que vous allez pouvoir commenter avec nous, Tarek, pour nous emmener au Liban. Il se passe des choses là-bas au Liban. Oui. Des manifestants qui bloquent des routes contre la crise qui prend une proportion considérable. Oui, pour vous qui nous regardez, peut-être n'êtes pas au courant, mais au Liban, il se passe des choses et c'est pas d'aujourd'hui. Regardez ce reportage de France 24. Tripoli, la grande ville au nord du Liban. Jaledib au nord de Beyrouth. Mosquée Al-Amin au cœur de la capitale libanaise. Une nouvelle explosion de colère ce jeudi. On n'a pas le son. Si, vous l'entendez pas. En tout cas, je l'entends pas, si vous permettez. Le Liban s'enfonce dans sa pire crise économique depuis la fin de la guerre civile il y a 30 ans. La monnaie nationale a perdu 70% de sa valeur. Un tiers de la population est au chômage. Près de la moitié vit sous le seuil de pauvreté. Cette crise économique alimente un mouvement de contestation inédit qui a commencé le 17 octobre dernier, dirigé contre la classe politique accusée d'incompétence et de corruption. Ces manifestants chantent des slogans en faveur d'un État laïque après avoir été rejoints par des habitants pauvres des quartiers chiites
traditionnellement en faveur du Hezbollah et du pouvoir. De son côté, le gouvernement doit tenir un conseil des ministres en urgence ce vendredi. La situation est dramatique au Liban, dévaluation de la monnaie, un chômage qui s'accélère et beaucoup de manifestants qui prônent un État laïque. On semble quand même que le Liban est au bord de l'implosion ou de l'explosion, cher Tarek. Alors, le Liban a toujours été... oui, je sais que ça a toujours été un petit peu... Voilà, c'est sur le bord du ravin. Et donc, espérons le meilleur pour ce pays, parce que je ne sais pas si je suis toujours en tête. Oui, vous êtes toujours en tête, Tarek, on vous écoute. Voilà. Je ne sais pas si je suis toujours en tête. Si, on vous écoute, Tarek. Je disais que bon, ça consomme vraiment beaucoup de... Oula. Donc, je me déconnecte. Oui, essayez de vous déconnecter parce qu'il y a quelques petits soucis effectivement avec votre micro. Ça fait une voix un peu particulière. Bon, du coup, là, je me retrouve tout seul avec Philippe, là. Hein, c'est ça, Philippe voilà, ça y est. T'as vu, regarde. Voilà. Bon, voilà. Bon, bah, bienvenue à tous. Non, mais t'as constaté comme moi quand même sur Facebook, c'est étrange. Non, mais je te l'ai dit, écoute. Je suis antisioniste, ça commence à revenir, les commentaires. Comme par hasard. Ouais. C'est excellent. Vous constatez comme nous, les amis. Vraiment. C'est un truc de fou. Ouais. Ça revient tout juste. Les commentaires reviennent tout juste. C'est vraiment. Pardonnez-nous, franchement, si vous avez l'impression qu'on ne relaie pas vos commentaires, mais vraiment, les commentaires, on a eu un trou pendant plusieurs minutes où il n'y avait rien, ce qui est tout à fait impossible. Hein. Non, mais ce qui est tout à fait impossible, on le sait. Ouais, impossible. Donc, vous avez peut-être essayé vous avez envoyé vos commentaires, ils n'apparaissent pas. Et puis, on a surtout une perte considérable de gens qui regardent en direct. Les chiffres, c'est incohérent. Il y a un retour là d'un commentaire actuellement. Voilà, c'est bon. Ça y est. Non, mais les commentaires reviennent, Tarek. Ça y est. Voilà, les commentaires reviennent. Alors, pour le Liban, vous nous disiez, cher Tarek? Je dis que l'expression en langue arabe, c'est que le Liban a toujours été au bord du ravin, espérant le meilleur, mais il y a une situation économique dramatique. Et en fait, le Liban est dans une situation où il hésite entre la répartition communautaire, qui, je rappelle, a été installée par la France. C'est la France qui, quand elle a colonisé, cher Christophe, le Liban, a décidé de mettre un président chrétien, un premier ministre sunnite et un président du Parlement chiite. Et je veux dire, comment peut-on aujourd'hui gérer un pays sur des bases religieuses alors que la majorité des citoyens, près de 75%, ne veulent plus de cette répartition et veulent que la personne compétente soit élue à la tête de l'Assemblée ou à la tête de la présidence de la République. Donc le Liban est dans une situation vraiment très particulière, espérant économiquement, c'est une catastrophe. Les Libanais de l'étranger envoient moins d'argent parce qu'eux-mêmes se retrouvent dans des situations difficiles. Il y avait un lien ombilical, un cordon ombilical entre l'Arabie Saoudite et le père Hariri et un peu le fils Hariri qui a été coupé parce que l'Arabie Saoudite elle-même a moins d'argent et donc la situation économique est dramatique. Mon cher Philippe, je sais que c'était pas prévu au programme, mais là, on vient de m'envoyer une vidéo qu'il faut absolument peut-être qu'on écoute parce que voilà, on parle à ce moment de la police et de la colère des policiers, évidemment. Ce matin, un auditeur de RMC a appelé RMC, donc l'émission des Grandes Gueules, pour parler de ce qui se passe. Et il nous dit, ce policier, qu'il y a un problème avec les Maghrébins, visiblement. Alors, je vous propose d'écouter cet échange de ce policier qui appelle spontanément RMC et qui commence à nous raconter ce qui se passe. Donc, je précise que je n'ai aucune idée politique ni autre, mais j'aimerais vous poser la question et surtout que vous me répondiez. C'est un cruel constat. Aujourd'hui, nous, sur des unités d'interpellation, donc nous intervenons quand des crimes ou des délits ont été commis, des infractions commises, donc qu'on soit bien d'accord sur des gens qui ont commis des délits. 98% des gens interpellés, j'insiste là-dessus, sont des personnes issues de la communauté maghrébine. Donc, j'aimerais que vous me donniez votre sentiment. Voilà, aujourd'hui, c'est la vérité. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le racisme? Rien à voir avec le racisme, puisque les collègues sont issus de la diversité. Nous avons des blancs, des blacks, des beurs, comme dans toutes les corporations françaises.
mais il est évident qu'aujourd'hui, on est confronté à un problème avec cette population issue de la communauté. Non, c'est bon, Philippe. Mais c'est gravissime quand même d'entendre ça. C'est gravissime d'entendre ça. 98%, d'après ce que nous dit ce monsieur, des interpellations sont des Maghrébins, Tarek? Alors d'abord, le chiffre est faux. C'est un policier qui dit qu'il n'appartient à aucun courant politique. Pour moi, c'est un policier d'extrême droite, j'ose le dire, donc c'est son droit. Deuxième chose... Comme 57% visiblement de la police. Non, mais oui, mais alors la question que je lui pose, il y a combien de pourcentage de contrôle dans la population française? Les chiffres parlent manifestement de 80% de Maghrébins et de Noirs, pour utiliser leurs paroles, qui sont contrôlés, contre 20% de Blancs. Forcément, si vous contrôlez 80% de la population minoritaire tout le temps, vous ne pouvez que faire plus d'arrestations dans cette population. C'est tout. Alors moi, je lui pose la question, monsieur le policier, est-ce que vous êtes avec le RIO qui doit apparaître de manière globale tout le temps et pas caché par un châle ou par quelque chose? Et la deuxième, est-ce que vous êtes, puisque vous reprochez à une partie de la population, est-ce que vous êtes pour la caméra active 24/24 et non pas le policier qui appuie sur un bouton pour l'allumer et pas pour l'allumer? Et faites ce genre de choses, je ne parle même pas des statistiques ethniques, faites cette caméra tout le temps et vous verrez plus tard que c'est quoi les non, mais mine de rien, il est en train de nous dire qu'il y a un problème avec les Maghrébins, en fait. Nous avons un problème avec les Maghrébins. Il est en train de dire les Maghrébins naissent délinquants. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ils sont délinquants de naissance. Vous pouvez rajouter les autres qui disent que les musulmans sont intolérants et contre les femmes et assassins. Et vous avez la définition d'une société, non pas sur des études sociologiques, mais c'est pour des opinions qu'on essaie de passer dans la communauté. Mais j'allais excusez-moi, s'il aurait dû tuer, ce policier ne dormirait pas ce soir. Bon, sinon, il y a un autre sujet qui commence à un petit peu inquiéter. Vous savez qu'on est en Lorraine, les amis. On nous écoute d'ailleurs à Metz, France Maghreb 2. Et le Covid-19, hausse importante des cas qui ont triplé de contamination au Covid-19 en Meurthe-Moselle, à tel point que le préfet a alerté. Regardez. De nouveaux foyers épidémiques sont apparus, comme ici, à la cité judiciaire de Nancy, ou encore dans 2 grands lycées de l'agglomération. Ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas de coronavirus a triplé en Meurthe-et-Moselle. La faute, selon le préfet, à un certain relâchement de la population. On le ressent aussi. On le ressent, les gens sont moins vigilants. Le déconfinement, ça y est, a été prononcé depuis un petit moment. Désormais, les statistiques sont de 21 cas pour 100 000 habitants, quand la moyenne nationale est de 4. Le maire de Nancy tient pourtant à tempérer l'analyse de ces chiffres. Quand on regarde les chiffres au CHU dans les services de l'hôpital, le nombre de malades de la Covid-19 hospitalisés diminue encore et régulièrement. Donc on peut imaginer aussi que c'est l'effet d'un dépistage que nous avons considérablement intensifié depuis début juin. Un dépistage massif, notamment grâce à ce bus, qui teste gratuitement et sans ordonnance entre 350 et 400 personnes par jour dans tout Nancy. Le but du jeu, c'est de se positionner sur des lieux où il y a du passage. Donc les marchés, les gares, les places centrales, les centres commerciaux. Une politique de test très large qui permet notamment de repérer les personnes asymptomatiques et qui explique en partie ces chiffres plus importants que ceux de la moyenne nationale. Faut-il être inquiet, Tarek, de ces chiffres? Effectivement, des cas qui ont triplé depuis quelques jours en Meurthe-Moselle. C'est finalement là où ça avait démarré ici, en France, au début de la pandémie, on se rappelle. Bon, évidemment, on est très loin des chiffres du départ, mais quand même. Oui. Alors d'abord, c'est inquiétant. Ensuite, moi, j'aime bien que quand on me dit les chiffres triplés, là, pour la journaliste, elle devrait nous donner plutôt des pourcentages. Ils étaient 3, ils sont 9, et on comprend la chose, parce que les chiffres ont triplé. La seule chose que je salue dans ce reportage, cher Christophe, c'est l'existence de ce bus qui fait les tests gratuits dans la ville. Oui. Pourquoi on n'y a pas pensé le premier jour? Et pourquoi ce n'est pas aujourd'hui la règle partout en France? Et pourquoi c'est un maire ou une région qui décide de faire ça, pas les autres? Parce que si on avait ça, ça rassure les citoyens et chacun en allant au travail fait son propre test. Et à la limite, comme le test reste valable, je crois, 72 heures ou en tout cas une semaine, tous les lundis ou tous les mardis, chacun se teste. Et il y a une sécurité psychologique qui permet de faire les choses. Mais ce pays aujourd'hui...
vous allez rigoler, mais c'est comme ça. Pour moi, il est mal gouverné sur cette question du Covid. Oui, ouais, effectivement, on a pu s'en apercevoir au fur et à mesure des mois. Bon, il y avait d'autres images, mais on n'aura pas le temps malheureusement, puisque c'est l'heure de la pub et que l'heure passe très très vite. Ce fut très très intéressant et intense aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs dans cette émission. Je le conçois de 16h à 18h tous les jours. N'oubliez pas de partager, les amis, c'est important. Partagez la vidéo, on est en live et on a du mal, nous, à se déconfiner de cette solution qui nous a bien sauvés et qui a permis qu'on soit avec vous depuis le début de cette crise sanitaire, parce qu'on est bien finalement. Je réfléchis, cher Christophe, on est en train de réfléchir pour savoir comment faire pour la pérenniser d'une manière ou d'une autre, parce que ça nous permettrait de faire donc d'avoir ce nouvel auditoire, parce que le but c'est toujours l'auditoire sur les réseaux sociaux, peut-être les horaires. En tout cas, il faut réfléchir. Nous n'avons pas perdu notre temps pendant le confinement. Cette solution est une agréable solution à la fois pour travailler et pour gagner du temps, et ça permet d'avoir et les auditeurs FM et d'autres publics qui peut-être ne sont pas dans leur voiture pour écouter la radio, ou chez eux ils n'ont plus le poste radio, alors que tout le monde aujourd'hui a un téléphone. Et j'allais dire, moi en tant que syndicaliste, je me suis battu pendant des années pour mettre la puce du téléphone gratuit, dans la puce de la FM dans les téléphones gratuitement. On n'a pas pu l'obtenir. Cette solution nous permet d'avoir nos auditeurs en FM et d'autres publics sur tous les réseaux sociaux, puisqu'on peut diffuser sur YouTube, sur Facebook Live et même sur Twitter, et demain pour les professionnels sur LinkedIn. Bon, allez, à tout de suite, les amis, sur France Maghreb 2, bien entendu, pour la suite et fin. Et DJ Nabil va nous rejoindre, peut-être avec Medjed aussi. C'est un petit peu la finale de ce LGF pour cette semaine, avec un petit quiz et des questions que j'ai à vous poser dans un instant. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Moi, j'aimerais poser la question aux auditeurs, peut-être qui nous regardent. Est-ce que vous avez un poste radio à la maison? Moi, j'aimerais savoir, et qu'il y ait une étude de fait pour le coup. J'ai l'impression que moi, à l'époque de ma grand-mère, je m'en souviens pour y avoir été souvent, elle avait son poste radio posé sur le frigo, toujours sur la même station. Attention, il fallait absolument pas le dérégler, c'était RTL à l'époque. On ne rigolait pas avec ça. C'était les grandes ondes à Tarek à l'époque. Et après, la FM est arrivée un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, je me pose la question finalement, au vu de tous les appareils technologiques qui sont à notre disposition, est-ce qu'il y a encore des postes radio FM dans les maisons? J'ai pas l'impression que beaucoup. Moi, par exemple, si je regarde, effectivement, j'en ai un que d'ailleurs vous m'avez donné, Tarek. C'est un poste DAB. Je voulais offert, je voulais pas donner, cher Christophe. Oui, vous l'avez offert, donnez, c'est pareil. Mais en dehors de ça, je n'ai pas de poste radio à la maison. Si, alors via mon enceinte connectée, Amazon, pas faire de pub, où je peux écouter effectivement des radios quand je lui demande, mais sinon j'ai pas de poste radio FM à la maison. Alors on a fait une étude il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, on avait entre 5 et 10 postes de radio FM chez nous. Il y avait la radio du salon, la radio de la chambre à coucher, la radio de la salle de bain et surtout, la principale, ça a toujours été la radio de la cuisine. Aujourd'hui, tout ça diminue et effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont une radio FM. Par contre, il y a une explosion, cher Christophe, de la vente de nouvelles radios DAB+, qui comportent tous donc la FM aussi. Et là, quand vous allez, pour ne pas faire de la pub à Amazon ou ailleurs, vous avez des radios FM DAB à partir de 50 € et les gens sont en train de s'équiper. Je sais que nous avons des auditeurs, notamment à Marseille, pas à Marseille, mais surtout à Nice, à Lyon, où nous n'avons pas de bande FM, où les auditeurs nous écoutent sur la radio DAB et donc FM. Et à partir de juin de l'année prochaine, toutes les voitures auront donc cette radio DAB qu'ils pourront écouter. Mais moi, mon regret, c'est qu'on n'ait pas la puce FM sur tous les téléphones, parce que si on avait ça, tout d'un coup, on aurait les 67 millions de radios dans les téléphones en France. Philippe, est-ce que tu as une radio, toi, par exemple, à la maison? Non. Enfin, si. Si, je suis en montant. Pardon. Tu as une radio FM? Ouais, Non, oui, d'accord, je les ai, mais ils ne sont jamais mis en route. Si je veux écouter la radio, je me mets sur la télé ou je me mets sur mon téléphone. Voilà, c'est le premier réflexe que beaucoup de gens ont, ça c'est clair. Oui, on veut écouter la radio, on a l'application, ou on va sur les différentes applications qui proposent d'écouter pas mal de radios.
Pour ceux qui ont les box, parce que les box ont les radios, par exemple sur Free, vous pouvez écouter France Maghreb 2. Hein, voilà. Alors, cher Christophe, il y a un détournement d'auditoire parce que vous avez beaucoup de sites, comme je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de la pub, mais qui prennent le son des radios, qu'ils agrègent, on appelle ça les agrégateurs, et qui vendent la pub alors qu'ils ne produisent rien. Donc, ils vont prendre les 900 radios. Ils sont malins, ils sont malins, ils prennent l'argent, ils ne font aucun investissement, ils se branchent juste sur les web radios, ils diffusent, ils ramassent de l'argent. Et là, c'est aussi une question qui a été posée au CSA qui ne peut rien. Et il faudrait. En fait, il y a beaucoup de failles dans le système. Et donc, vous avez 3 gros sites qui ont beaucoup d'auditeurs. Et moi-même, au départ, avant que je repère l'application, chaque fois que je mettais le nom de notre radio France Maghreb 2 à écouter, je tombais sur l'un de ces 3 sites et presque jamais à l'époque sur l'application. Donc, il a fallu que je télécharge l'application pour ne plus écouter que sur notre propre application. Effectivement, quand vous tapez sur Google écoutez France Maghreb 2, vous n'êtes pas forcément sur le site en question, sur le site officiel de la radio. Vous pouvez tomber sur des sites qui vous proposent effectivement d'écouter la radio, mais ce n'est pas sur le site officiel de la radio. Donc, il faut faire attention. Et d'ailleurs, beaucoup de gens font des commentaires. Et moi, quand je vais sur ces sites pour vérifier, je trouve qu'on perd beaucoup d'auditeurs et beaucoup de demandes de commentaires qui ne viennent pas sur notre site, donc auxquels on ne répond jamais parce qu'on ne les voit pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une petite constatation, preuve quand même que les sociétés évoluent. Moi, quand même, cette époque de ma grand-mère, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des gros postes énormes, carrés, vraiment énormes, avec 2 petites touches, hop, un à gauche, une à droite. Alors, à gauche, c'était pour le son, plus fort, moins fort, et à droite, c'était pour changer les fréquences FM. Et vous aviez la possibilité d'écouter les moyennes ondes, les grandes ondes, mais c'était un poste qui était gros comme ça, quoi. Je sais pas si vous voyez. Hop, carré, énorme, et haut comme ça. Voilà, ça prenait de la place, c'était dans le buffet. Et ces postes-là, c'était des postes collector. Et nous avons 2 beaux modèles dans les studios de la radio qui fait musée des anciennes radios des années 1935-40. Et il y avait le truc vinyle au-dessus. Voilà, le truc vinyle qui était juste au-dessus. Et on pouvait écouter les disques 33 tours ou 45 tours via ce poste. C'était extraordinaire. Bon, Philippe, ça doit te rappeler des souvenirs, ça, parce que toi, t'es un peu de cette tranche-là. T'as connu ces vieux transistors. Non, il n'était pas encore né. Bien sûr. Bon, comment ça, il est tout jeune. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Allez, on est en direct, les amis, pour la fin de cette émission du LGF Le Grand Forum avec Tarek Mami. On a perdu Farid Tabsamani en route. Hein. Il a des problèmes de batterie. Il est 57, donc 3 minutes pour vous poser quelques questions. J'invite à nous rejoindre DJ Nabil, éventuellement Medjed s'il est dans les parages, pour répondre à... Voilà. Ah, mais il est là. Comment ça va, mon Medjed? Ça va bien, ça va très très bien. Et vous, comment allez-vous? Ah ça très très bien, très bien. Bon. Alors, je te présente le directeur, le président, que dis-je, de France Maghreb 2, Tarek Mami. Ah ouais, parce que... Voilà. Quand même. Voilà, monsieur le président, Tarek Mami. Alors... Président fondateur. Exactement. Ah non, mais c'est vrai, président fondateur. Tarek Mami, vous êtes le président fondateur de France Maghreb 2, on est d'accord? Entre autres choses dans ma vie. Ouais, non mais d'accord, mais ne soyez pas humble, Tarek Mami, allez-y, faites-vous plaisir. C'est votre moment de gloire. C'est là. Non. Vous savez, cher Christophe, pour la boutade, les Africains disent que le moment de gloire de l'homme, c'est le jour de sa mort. Et c'est vrai, ça. Et le nombre de personnes qui l'accompagnent, il continue plus là. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez remarqué, quand on meurt, il y a beaucoup de gens qui vous aiment d'un coup. Hein, on a l'impression d'être le meilleur homme sur Terre. Alors que quelques mois plus tôt, ils disaient ouais, celui-là, je l'aime pas, c'est un con, etc. Quand on meurt, tout de suite, voilà, on est nettoyé de tout péché, tant mieux. Allez, quelques questions, les amis. On est dans l'affaire à propos de la famille Traoré. Assa Traoré, qui a annoncé porter plainte contre une nouvelle personnalité après Bourdin, après Marine Le Pen, après Nicolas Poincaré et après Julien Audoul. Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal, effectivement. Elle attaque donc Marion Maréchal pour des propos diffamatoires envers son frère. Premier point de notre ami Philippe Bouriaki. Quelle chaîne de télé... Christophe, vous avez un petit Philippe, le Philippe Junior, comme on dit chez les Américains, qui vient de faire son apparition dans votre émission. Ah non, mais ça fait un petit moment qu'il fait l'apparition. Vous savez qu'il aide son papa de manière très efficace depuis quelques jours. Il est très efficace, notre ami Ethan, et je le salue. Il aide beaucoup le papa. Deuxième question. Quelle chaîne de télévision française réfléchit
a abandonné sa fréquence sur la TNT. En effet, elle représenterait l'audience que plus que 2%. Du coup, cette chaîne réfléchirait à abandonner sa fréquence sur la TNT. De quelle chaîne s'agit-il? Par bêtise, je dirais l'équipe. Non. Teva. Non, c'est pas Teva. C'est pas M6? Teva. Non. C8. Non. Arte. Donc, il reste Paris Première. Non, absolument pas. Vous Arte, allez beaucoup trop loin. Une chaîne historique, hein, quand même. France 2? Non, pas du tout. France 3? Non. France 4. Ah bah, il y a le problème de France 4 et de France France... Non. BFM? Mais pourquoi vous m'avez pas cité la vraie, la chaîne? BFM? La chaîne. Pardon, Nabil? TF1. Non. BFM? Non. C'est News? C'est incroyable quand même. Il y a des super. Canal+. Merci Nabil. Canal+ qui réfléchit à abandonner sa fréquence sur la TNT parce que son audience ne représente que plus que 2%. Vous savez à qui elle appartient? De quoi? Canal+. Bah, Bolloré. Ah bah donc, il fait l'audience sur CNews, il n'a plus besoin de Canal+. Il vous reste 1 minute, Voilà. après on sera coupé. Hein. Non, c'est bon. Non, t'inquiète, Medjed. Commence pas à faire le gendarme, toi. Medjed. Hop. Alors, quelle organisation... Ah bah ça c'est Tarek qui va trouver direct. Quelle organisation musulmane a appelé les musulmans français à reporter leur voyage? CFCM. Oh, bien joué Philippe. Oh, il a été rapide le Philippe. Effectivement, dans un communiqué, le CFCM a appelé les musulmans français à reporter le Hajj. Excusez-moi, c'est M. Mami qui a dit CFCM. Vous écouterez plus tard. Ah non, je vous assure que c'est Philippe qui l'a eu en premier. Ah ouais, je vous assure. Il a été rapide. Tiens, Tarek, quelle entreprise a fait appel à des salariés polonais? Renault? Non. Peugeot? Ah, si, Peugeot, c'est Renault. PSA. Non, c'était PSA. Non. Ah, si, Attends, bah, je vous vais pouvez vérifier. Renault. Ça fait PSA qui vient de faire appel à des salariés polonais. Vous pouvez aller vérifier. D'ailleurs, ça a provoqué la colère de politiques d'extrême gauche, notamment. Je vous fais confiance, mais j'ai lu Renault ce matin. Mais bon. Ah oui, bah non, c'est PSA. PSA qui d'ailleurs, ça provoque la colère. On se dit, mais pourquoi il n'y a pas de chômage en France? Il n'y a pas des Français qui peuvent travailler? Non, mais surtout qu'il y a des Français anciens de cette société, je ne sais pas laquelle, sur place qui sont au Pôle emploi. Ah oui. Alors tiens, ça, une sacrée question, les amis. Nabil, Medjed, vous le dites si on vous dérange. Vous pouvez jouer un peu. Bon. La Cour d'appel de Paris, messieurs, a décidé de relancer l'instruction concernant l'affaire de viol. Oh, magnifique, Philippe. Concernant un ministre, lequel? Gérald Darmanin. Et il paraît qu'on parlait de lui à Matignon. Bah, ça va peut-être brouiller un peu les pistes pour lui, parce que en effet, on relance l'affaire concernant le viol, l'accusation de viol dont il fait l'objet, un viol qui est supposé remonter à 2009, et l'affaire pourrait être relancée. Donc, c'est la Cour d'appel de Paris qui a relancé cette affaire. Bonne réponse. Moi, j'ai l'impression, j'ai mon horaire, il est 18h02. Je ne sais pas si c'est ma montre qui avance ou si c'est la vôtre qui retarde, mais je vous dis au revoir. Très bien, bah écoutez, j'avais encore une autre question, hein, c'est pas grave. La Valérie Giscard d'Estaing, elle a fait au revoir. Voilà, ouais. Je vous dis au revoir. Qui a dit regretter ses propos sur la police? Castaner. Bah oui, Castaner, selon un syndicat, effectivement, en sortant de la réunion, Castaner aurait effectivement regretté ses propos sur la police. Bah dis donc, mon Bouriaki, t'es parfait, t'es au top. Effectivement, il a raison. Tarek Mami, on a dépassé, mais c'est pas grave. Tant pis. Hein, en même temps, quand on a l'antenne, on la garde. On a un journal à 18h. Comme quoi, on peut faire ce qu'on veut. Ah bah oui, mais vous... Tarek Mami, vous avez fait exprès de me mettre un journal en automatique à 18h pour m'empêcher de terminer en retard. Je peux vous prouver que j'arrive à terminer en retard quand même. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous salue, vous souhaite un excellent week-end. On en reparle à partir de lundi. Oui, bah il n'y a pas de problème. Lundi, grosse émission, les amis. Je vous dis que ça, grosse émission. Et la semaine prochaine, Tarek, on leur prépare une émission avec beaucoup d'invités, toujours autour de cette victoire historique de BDS hier par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un instant, Medjed pour la Roubla, c'est bien cela. Oui, et à 20h, Samir Al-Snem pour l'émission Parler Slam. Passez d'ici là un très bon week-end, les amis. Prenez bien soin de vous. Et à lundi, si vous le voulez bien, 16h. Ciao. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.